Wesh, wesh, les infoscopeuses et les infoscopeurs. J'espère que tout le monde va bien. En tout cas, le débat est déjà animé dans le chat. Ça fait extrêmement plaisir. Schlika, il est où l'Irlandais? Je sais pas où est-ce qu'il est. Il doit pas tarder, je pense. Bon, ça parle de toilette, donc vas-y, on s'en branle. Ça va, mon petit Ben? Ça va très très bien, je suis très d'accord avec l'idole des Schlag sur le chat et puis je me disais mais dis donc il y a comme un vent de fraîcheur ici, est-ce que tu n'aurais pas coupé tes cheveux? Est-ce que je suis pas beau gosse, les gens? Dites-le. Dites-le si je suis beau gosse et vous aurez le droit à un post à Infoscope. Voilà, ça fait plaisir. C'était pour te ressembler un peu. Je trouve qu'on a un peu la même coupe de cheveux maintenant. Oui mais tu n'as pas la belle rousseur de mes cheveux, Ouais, ouais, ça malheureusement va, pour ça va, toi. ça va. Adam, un look d'enfer. J'espère que ça te fait plaisir, Mona. Ok, bon, tout le monde, salut à tout le monde. BG d'Adam, Oui bah donc oui. bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue sur ce stream. La Gouline numéro 2 qu'on va Yes. aussi retrouver en replay sur YouTube d'ici quelques jours, quelques semaines ou Quelques en tout mois. cas au plus tard quelques décennies. Voilà. En tout cas, on sera là. C'est vous le bonsoir. Bah ouais, nous on est bon, on est beau. Ça fait plaisir de vous voir pour notre petite émission hebdomadaire, notre deuxième épisode de la Gouline. On va parler Ah, d'infos sans concession et de débats sans intérêt. il y a une question de Tristram Beurre de Cacahuète. Qu'est-ce que la gouline? Bah je te laisse expliquer, hein. Alors, bah, je l'ai appris ce week-end, figurez-vous, puisque je ne pensais pas qu'une gouline, c'était quelque chose du genre, voilà, ce truc-là. Parce que moi, le seul moment où j'ai mangé de la gouline, c'était à la fête de l'UMA nationale, au stand du Maine-et-Loire, et c'était un espèce de risotto dans des barquettes en plastique. Donc, pour moi, ça ne ressemblait pas à ça, mais en fait, apparemment, c'est une tourte dans laquelle on met à peu près tous les ingrédients du terroir locaux, les ingrédients un petit peu représentatifs du territoire, et donc, Du coup, des voilà, c'est un peu champignons et de la soupe angevine. Et voilà, du des pain. rios, c'est-à-dire des espèces de lardons, voilà, tout ça. C'est pas vraiment ouf, mais si c'est ouf, puisque c'est nous. Ouais, bon, c'est pas vraiment ouf, c'est pas vraiment ouf. C'est pas quand au poker on joue tapis, on fait gouline. Alors, j'ai Oh, pas. Abraham Lincoln, on voit qu'il est Alors là, chaud. j'ai vraiment pas la ref. All-in. Il fait pas all-in, Ah Gouline, oui, tu Gouline, vois, je veux Ouline. dire. Moi, je te comprends, Abraham. Moi, je te comprends. Y a pas de problème. Du coup, c'est votre nouveau nom de live Twitch? Oui, a priori. C'était pas mon choix, c'était celui de Ben et de Somat, le Non, régisseur à qui on fait un bonjour c'est d'ailleurs. un mensonge éhonté. Un On ne m'a mensonge même pas d'État. consulté. On m'a même pas consulté si je devais être présent ou pas ce soir. On m'a dit tu es là, alors Et que je suis voilà. à moitié en PLS, mais voilà, Oui, tout va bah bien. écoute, bah comme Somat d'ailleurs, à qui il n'y a pas de choix ici. Ouais, ça va, sauf Somat. Mais de toute façon, Somat c'est le régisseur, donc c'est lui qui décide de tout, tu vois. Je veux dire, nous, on est juste les agents de son désir, tu vois. Je veux dire. En tout cas, merci à vous toutes et à tous de nous suivre. Merci à Somat d'assurer la régie depuis chez lui, en te souhaitant un très bon et un très prompt rétablissement. Et on va pouvoir du coup commencer notre émission tranquillement. Est-ce que c'est un peu notre Bolloré, Somat Satou? Bah le problème c'est Il que n'est pas propriétaire oui, d'Infoscope. Infoscope n'est propriétaire de personne, surtout pas de ses lecteurs. Voilà. exactement. Personne ne peut nous acheter, encore moins nos lecteurs, hein, pour Voilà, voilà, paraphraser le Mediapart. voilà. Nous on est gratuit et Voilà, du coup c'est pour ça qu'on est pauvre. Enfin bon bref, donc on va c'est clair. Bon bref, donc du coup on va pouvoir commencer et pouvoir parler d'infos croustillantes. On va pouvoir parler de sujets qui font mal, qui vont donner envie à Abraham Lincoln de vomir l'équivalent de sa camomille, puisque du coup on va d'abord et avant tout commencer par parler de l'adresse aux Français d'Emmanuel Macron. Si la régie peut nous faire la petite transition qui met bien sur le premier article, sur la première source, où on voit la tête de champion du monde de notre président de la République, du défenseur de l'Europe, du héros de l'Ukraine. Waouh, qu'est-ce qu'il est beau! Il donne envie, hein? Je sors les fourches et les torches. Oh oui! Bon, bah alors du coup, vous n'êtes pas censé être au courant. Donc il y a 4 jours, Emmanuel Macron a fait une adresse aux Français où il a surtout parlé de débat militaire, il a parlé d'Europe, de la défense, il a parlé d'Ukraine, du conflit en Ukraine, du retournement et du renversement d'alliance aux États-Unis, des États-Unis avec la Russie. Il a parlé de plein de choses et d'autres encore, mais des choses qui sont pas très réjouissantes sur la paix, sur la question de la paix. De toute façon, aujourd'hui, les dividendes de la paix
nous a dit Emmanuel Macron, on ne peut plus en profiter. Bah, moi, la première question que j'ai à te poser, finalement, Ben, est-ce que l'Europe de la défense peut-elle sauver l'Ukraine? Alors, je commencerai par une petite pirouette en disant que les dividendes de la paix, on va plus en bénéficier. Par contre, les dividendes de la guerre, les marchands de canons vont en bénéficier. Oui. Et Et c'est puis, nous qui allons est-ce raquer, que hein. l'Europe de la défense peut sauver l'Ukraine et lui faire gagner la guerre? Non. Voilà, je vais être un peu brut de pomme, mais en fait, la guerre en Ukraine, elle se joue à très court terme. C'est-à-dire que même en termes d'approvisionnement des munitions pour le front ukrainien, c'est les États-Unis qui livraient les munitions et qui sont notamment dans des bases américaines en Pologne. Et Donald Trump a décidé de bloquer les livraisons de munitions sur le front ukrainien. Donc il y a des besoins à très court terme pour les Ukrainiens au niveau du front, etc. Et l'Europe de la défense, c'est quelque chose de moyen long terme. Les 800 milliards, c'est pas dans les 2 semaines. Les 800 milliards, c'est dans les prochaines années, voire les prochaines décennies, pour constituer une grande armée européenne, comme si c'était ça la réponse qu'on devait avoir face au déclassement de notre continent et de l'Union européenne dans le monde, puisque effectivement, quand il y a un retournement d'alliance des États-Unis au détriment de l'Europe et au bénéfice de la Russie, effectivement, l'Europe se retrouve seule. Et c'est pas avec l'arrogance de dire maintenant nous avons la responsabilité d'être les leaders du monde libre. Si le monde libre c'est l'Union européenne, point barre, oui, on peut être les leaders du monde libre, mais dans ce cas-là, le monde libre, c'est pas vraiment le monde, quoi. Donc, Oui. je pense que malheureusement, la guerre en Ukraine, la guerre d'agression poutinienne, russe, sur l'Ukraine, elle est perdue pour les Ukrainiens. Que plus tôt on l'actera et moins il y aura de morts et moins il y aura une progression territoriale des armées russes sur le front ukrainien. Et donc, plus tôt on l'actera et plus tôt on mettra un terme à la guerre, mieux ce sera. Et en fait, il ne s'agit pas de plier face à Poutine, mais plutôt de faire un repli stratégique. Et le repli stratégique, il doit après s'accompagner d'une pression, notamment commerciale, diplomatique, mais pas militaire. La réponse, c'est pas le surarmement, d'autant que la moitié des armes qu'on va acheter avec nos 800 milliards, on va les acheter aux Américains de Trump, en Oui, fait. c'est Donc ça ça. n'a aucun sens. En fait, ce qu'il faut, c'est plutôt parler au monde entier, tendre la main au monde entier, sans arrogance, sans se prétendre le seul monde libre de la planète. Alors, tu vois, Mona Roussière et Somat nous ont dit, alors Mona a dit, il a surtout dit que nous aurons encore à nous serrer la ceinture, vu que ces visées guerrières se feront sans augmenter les impôts. Comme dit Somat, tout est bon pour l'austérité. Ça, c'est aussi un petit peu un point aujourd'hui, tu vois, en début d'année, on nous parlait de référendum, de démocratie, enfin, lors des vœux d'Emmanuel Macron en début d'année. Là, aujourd'hui, on va nous reparler d'un nouveau plan d'austérité. Déjà que le budget de 2025, ce fameux budget voté éhontément par les députés socialistes, je le rappelle, désolé de le rappeler à chaque semaine, mais il faut le rappeler quand même. Euh, Tu vois, aujourd'hui, en fait, le problème, il est là, c'est qu'en fait, on se retrouve perdant à deux échelles. Tu disais, les marchands de canons vont gagner les dividendes de la guerre, et nous, en plus, on va raquer. Oui, on va raquer parce que non seulement les dividendes de la guerre seront prélevés sur la valeur ajoutée des ouvriers qui vont produire les obus et les ogives et les tanks etc. Et tout le matériel militaire, y compris les drones et les matériels les plus technologiquement avancés, mais d'autant plus que ça va être ponctionné non seulement sur l'épargne, mais aussi sur une répartition différente du budget de l'État. Il y avait déjà une énorme augmentation du budget militaire ces dernières années. Depuis 2017, le budget militaire a explosé, alors qu'entre 1989 et 2016, il avait baissé. Donc les militaires sont très contents, en tout cas les généraux sont très contents, puisqu'ils félicitent Macron en disant c'est trop bien, notre budget a augmenté. Mais pour moi, qui suis plutôt, on va dire, pour l'émancipation de l'humanité et pour la paix, je ne vois pas en quoi c'est une bonne nouvelle. Et là, on s'enfonce là-dedans. Et Mona Roussière, est-ce que je crois à ça? Plutôt on actera la fin de la guerre, moins il y aura de pertes de territoire pour l'Ukraine. Oui, j'y crois totalement, puisqu'en fait, le rapport de force, il est totalement, mais à 100% du côté russe.
là, on parle du front ukrainien où il y a des dizaines ou des centaines de morts chaque jour. Et comme le rapport de force est totalement en faveur de la Russie et que bientôt, à très très court terme, les troupes ukrainiennes vont manquer de munitions, elles devront se faire opérer des redditions territoriales au fur et à mesure. Et en fait, grosso modo, là on le voit avec la carte de l'Ukraine Ouais. qui va être mise par Qui notre alors donc du régisseur. coup pour En gros, pour l'instant, la Russie ne contrôle pas Odessa. Mais si on attend peut-être 6 mois, je pense que la Russie de Poutine va couper tout accès à la mer Noire de l'Ukraine. Donc Odessa, c'est la ville qui est au sud-ouest de l'Ukraine. Alors là, on voit que c'est une situation sur la ligne de front qui est un petit peu enfin qui a un an. Mais aujourd'hui, comme la Russie s'est mise dans une guerre plutôt de position, Mm. aujourd'hui le front est resté stabilisé. De toute façon, l'objectif, et tu vois, Abraham Lincoln, tu disais, voilà, on est en train de regarder l'Ukraine finir par se faire annexer par le dictateur russe. Pas sûr, pas nécessairement sûr. Ils peuvent aussi très bien décider d'une partition de l'Ukraine avec la partie orientale, donc la partie qui est déjà sous contrôle russe, une partition avec des États indépendants, des républiques bananières, hein, des colonies russes, et à l'ouest donc une république bananière au service de l'Occident. En tout cas, on est en train de voir cette chose-là arriver. Avant de parler des éléments techniques et aujourd'hui un petit peu de l'hypocrisie sur la question de l'Europe de la défense et quoi que ce soit, moi je voudrais quand même t'interroger sur le glissement sémantique et idéologique sur la question européenne, tu vois. Tu vois, on a au début quand on parlait de dividendes de la paix, tu vois, on parlait d'Europe de la paix, ça, tu vois, la promesse de Robert Schuman dans les années 50, tu vois, La construction la européenne, c'est la construction paix. européenne, parce que justement C'est pour ce qui faire, nous a été vendu. voilà, par rapport à l'Europe de la guerre. Ensuite, on est passé d'une Europe de la paix à une Europe, tu vois, de la défense. Et est-ce qu'aujourd'hui, bah, on va pas commencer. Enfin, est-ce que ce glissement idéologique là, il peut en arriver à ce qu'à la fin, on parle effectivement d'Europe de la guerre, quoi. Bah, déjà, les logiques guerrières, on va dire commerciales, économiques, sont inhérentes à la construction européenne. La construction européenne se fait dans un cadre économique strict qui est celui du capitalisme libéral et du libre marché. Mais le libre marché, ça donne liberté aux exploiteurs d'exploiter et aux travailleurs d'être exploités finalement. Et donc en fait, ça donne surtout cette liberté-là au capitalisme et le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l'orage, comme disait Jean Jaurès. Donc déjà, dans le système économique qui a été de pair avec la construction européenne et la libéralisation qu'a menée l'Union européenne, notamment depuis 1992, quand c'est devenu l'Union européenne, depuis la communauté européenne, et après avec toutes les grandes directives de la Commission européenne, et en grosso modo, on est surtout sur des directives qui libéralisent, qui privatisent et Mhm. qui cassent les protections sociales, les solidarités de travailleurs, et qui vont vers une concurrence des travailleurs, donc une guerre de chacun contre tous les autres, et de tous les autres contre chacun. Déjà, il y a cette logique-là qui est inhérente à l'Union européenne. L'Union européenne s'est aussi construite pas dans une logique totalement pacifiste, mais dans une logique de résistance face au bloc de l'Est. Oui. C'est dans une logique de guerre Donc le froide. bloc de l'Est, Et c'est ce qu'on appelait le bloc animé par, en tout cas dont le leadership était l'Union soviétique. Donc pendant la guerre froide, voilà, c'est ce que tu voilà, expliquais. et donc enfin, la construction européenne, c'est l'Europe de l'Ouest. Ça n'a à aucun moment intégré des pays dits démocratiques, socialistes, démocratie populaire, socialiste ou du bloc de l'Est. C'était pas la RDA, c'était pas République démocratique la d'Allemagne. Yougoslavie, c'était pas toutes ces démocraties populaires qui avaient le système, le Parti communiste à sa tête, et c'était pas la construction européenne ne s'est pas faite sans clivage politique ou sans clivage même militaire, puisque la construction européenne s'est faite sous le prisme d'un marché commun qui était entre des pays qui étaient essentiellement membres de l'OTAN, Ouais. qui se construisait en même temps, qui était une alliance militaire Atlantique Nord, donc de l'Europe occidentale et des États-Unis, contre
l'Union soviétique et ces démocraties populaires dont on parlait, qui sont en gros satellites, on va dire, on peut le Ouais, dire ouais. comme ça, de l'Union soviétique et donc qui forment le bloc de l'Est. Aujourd'hui, on voit effectivement que on nous a vendu la fin de l'histoire, on nous a vendu le fait que la guerre froide était terminée, qu'il n'y aurait plus de grandes guerres et qu'on était face à l'apogée de nos civilisations. On voit aujourd'hui, 25 ans après le passage à l'an 2000, que on est face à une montée en tension, un surarmement de toutes les capacités militaires des grandes puissances économiques et que les grandes puissances capitalistes livrent des guerres par factions interposées dans le monde et que aujourd'hui on est plus que jamais dans une logique. On a souvent un peu vu qu'on était dans une période pré-fasciste. On n'est plus dans une période pré-fasciste. On est entré Là, on est avec oui, le second clairement. mandat de Donald Trump il y a un mois et demi. On est entré dans une période fasciste. Au niveau de l'ordre mondial et notamment du fait de l'administration actuelle du pays le plus puissant du monde. Mm. Et donc on est peut-être dans une période pré-guerre mondiale. Et ça, c'est à prendre en considération. Et En oui, tout on cas, est... on est dans une période de guerre mondialisée, tu vois. Et Ouais, ça, c'est un truc intéressant. Alors là, tu vois, tu as Somat qui nous a trouvé un article intéressant sur Le Monde, donc sur le gaz russe qui continue à arriver dans les ports français. Donc c'est pour répondre à ta question, Tristan Beurre de Cacahuète. Écoute, de l'économie russe à l'heure actuelle, elle souffre pas trop des mesures européennes. Alors ça, si tu veux, c'est clairement l'hypocrisie européenne, parce qu'en fait, aujourd'hui, les sanctions européennes, bah, en fait, elles sont ineffectives. Pourquoi? Parce que en fait, aujourd'hui, on se rend pas compte que le rapport de force, il était déjà avant les sanctions européennes et au moment des sanctions européennes en faveur des Russes, parce que qui nous fournit du gaz? C'est les Russes. Et nous, qu'est-ce qu'on échange? On échange, on fournit quoi aux Russes? Rien du tout. Donc la seule chose que ça a créé finalement, bah, c'est un assèchement énergétique, notamment pour les pays européens qui bénéficient majoritairement du gaz, et en premier lieu l'Allemagne qui est en récession économique depuis 2022. Donc aujourd'hui, les sanctions russes, les sanctions européennes sur la Russie n'ont pas eu d'effet positif. Bien au contraire, ils ont affaibli l'économie russe et ils ont eu tendance à, comment dire, renforcer les liens russes avec d'autres puissances, par exemple l'Inde, ouais. la Chine, Hmm. l'Iran, la Corée du Nord. La Corée du Nord qui, pour la première fois depuis 2022, est sortie de sa politique d'autarcie pour pouvoir fournir des armes à la Russie. Et Parce que, des troupes. et des troupes d'ailleurs Et aussi des troupes. à la Russie. Voilà, on fournit des tailleurs Chanel. Évidemment, il y en a qui décident de ne pas appliquer cette politique de sanctions économiques. Moi, je pense par exemple à nos stars du Nord, à la famille Mullier, notamment Ouais. par l'intermédiaire de... Auchan, Decathlon, Voilà, voilà, ils ont été très très tendancieux, très très voilà. pas clairs, hein, on va dire, Oui, oui. sur le boycott et la fin de la commercialisation des produits européens en Russie et qui entrait dans une logique de sanctions économiques. Effectivement, en fait, les sanctions économiques contre la Russie prises par l'Union européenne ont plus pénalisé les économies Européenne, européennes voilà. que l'économie russe. Et ça, c'est une réalité. Et on a continué à acheter du gaz russe soit directement, soit indirectement par intermédiaires Via la Chine, commerciaux. comme dit Abraham Lincoln, tu vois. Voilà. Et en fait, à aucun moment, la Russie n'a été à terre économiquement. Elle Le... a souffert à un moment donné, au début de l'année 2022, au début de l'invasion de l'Ukraine, quand il y a eu des premières mesures, notamment de rétorsion sur le gel des actifs russes, enfin de propriétés russes sur les marchés financiers, sur les places boursières, etc. Mais dans le monde financiarisé. Mais après, leur économie réelle, elle s'en est accommodée de la guerre. D'autant plus que c'est pas une guerre qui est sur leur territoire à eux. Tout à C'est fait. une guerre qu'ils mènent d'agression contre un Un autre pays pays. voisin. Un pays voisin qui est en plus un peu moins militarisé, qui a perdu aussi l'arsenal nucléaire, parce que ça faisait partie aussi des conventions à la suite de la dissolution de l'URSS, c'est que l'Ukraine, qui avait un réservoir atomique, ne l'a plus, alors que la Russie l'a encore. Pour aller plus loin, je vous conseille évidemment
je vous conseille évidemment de écouter notre podcast avec le mouvement de la paix de la soupe angevine qu'on avait fait l'année dernière en mars d'ailleurs 2024 qui s'appelle Le courage de la paix, voilà. Voilà, Avec le courage de voilà, la paix, effectivement, une discussion, une émission très intéressante qu'on voilà, avait faite voilà. pendant 1 heure. Une Moi, heure, c'est c'est un peut-être peu ma frustrant préférée parce que d'ailleurs. c'était trop court malheureusement, vu la richesse et la diversité aussi des personnes qui sont intervenues, qui appartiennent tous au mouvement de la paix à Angers, et qui est une association qui milite pour la paix, et qui fait la guerre à la misère, comme ils le disent. Et parmi ces personnes qui s'engagent au mouvement de la paix à Angers, il y avait un de nos invités qui avait fait toute sa carrière comme industriel pour l'armée française, enfin, comme travailleur dans l'industrie militaire Ouais, française. ouais, ouais, Et ouais, ouais. c'était très C'est Jean-Claude intéressant. Lecoq de mémoire. Voilà. Donc voilà, il faudrait aussi savoir si la politique économique anti-chinoise de Trump peut changer la position de la Chine dans tout ça. Enfin bref, ça reste hypothétique. Alors moi, ce qui n'est pas hypothétique, et après on va passer au sujet suivant, si vous le voulez bien, c'est que je ne pense pas que c'est hypothétique. Je pense sincèrement que les États-Unis et Donald Trump, depuis le départ, veut un renversement d'alliance avec la Russie, parce qu'il y a beaucoup plus d'incohérences idéologiques entre la Russie de Poutine et les États-Unis de Donald Trump, contre la Russie de Poutine et la Chine de Xi Jinping. Et aujourd'hui, isoler seuls les États-Unis qui ont décidé de faire une guerre économique aux Chinois et même cherchent la guerre face à la Chine, ne peut pas la mener seul. Il lui faut un allié de poids. Et aujourd'hui, l'allié de poids qu'il lui faudrait, c'est évidemment la Russie. Et donc moi je pense que c'est l'objectif de Donald Trump de renverser l'alliance pour que la Russie soit alliée aux États-Unis pour faire la guerre, effectivement, à la Chine. Avec le dernier échange Trump-Zelensky, on le voit le rapprochement avec la Russie. Effectivement, effectivement. Et merci Somat pour nous envoyer le lien. Effectivement, le dernier échange Trump-Zelensky, on l'a tous vu, on l'a tous eu en mémoire si on l'a vu. C'était dans le bureau ovale, ça a été d'une violence assez ouais, il s'est fait terrible. prendre en Y Et avec d'ailleurs, J.D. Vance. l'allocution de Macron, l'adresse aux Français qu'il a faite quelques jours après, c'était directement lié à ça, au fait que l'Europe devait réagir du fait que les États-Unis lâchaient l'Ukraine. Et la réponse de l'Europe, c'est la pire possible, c'est-à-dire ne pas considérer Trump comme un adversaire, c'est-à-dire ce qu'a dit von der Leyen, mais se surarmer pour préparer les décennies à venir dans un contexte de guerre mondiale, enfin de guerre mondialisée. Donc pour moi, c'était à peu près ce qu'on pouvait faire de pire, c'est-à-dire que Trump, il faut le considérer comme un adversaire. Au bout d'un moment, commercialement, militairement, il est adversaire de l'Europe en fait. Donc Ouais, ouais, voilà. ouais, ouais. Là, tu vois, t'as Somat là qui nous envoie la clash Trump-Zelensky. L'Europe condamnée à se défendre sans les Américains. Oui, l'Europe condamnée à se défendre même peut-être contre les Américains parce que on n'oublie pas que les États-Unis de Donald Trump et le programme de Donald Trump est un projet annexionniste qui veut annexer des territoires qui sont sous la souveraineté européenne. Je pense notamment au Groenland. Le Groenland qui est un territoire qui appartient au Danemark. Le Danemark qui est un État membre de l'Union européenne. Tristan Beurre de Cacahuète qui nous dit donc la Chine peut jouer un rôle intéressant avec nous à l'avenir. Bah ça c'est toujours la même question, mais est-ce qu'aujourd'hui la Chine veut jouer un rôle intéressant avec l'Europe? Tu vois, ça fait 25 ans que que l'Union européenne mène une guerre idéologique et culturelle à raison parfois, parce que la Chine c'est pas un territoire, c'est pas un territoire forcément où on a envie de vivre nous en tant qu'Européens. Enfin, moi en tout cas, j'ai pas envie de vivre en tant qu'Européen, quoi. Euh, Sauf si le fascisme arrive en France. ouais, on verra, on verra, on verra. Mais effectivement, Et aujourd'hui, s'il n'y a plus Cuba. et oui, c'est voilà, s'il y a plus Cuba. Mais aujourd'hui, c'est vrai que ça pose la bonne question. Est-ce qu'aujourd'hui, on préfère vivre dans un territoire, enfin, on préfère vivre avec l'obédience ou l'obédience d'un fascisme à la Trump, à la Poutine, ou d'un communisme Autoritaire. autoritaire à la Xi Jinping. Et aujourd'hui, nous, Européens, tellement déclassés qu'on a, qu'est-ce qui nous reste? Et qu'est-ce qui nous reste? Eh bien, c'est la super transition. Eh bien, il nous reste peut-être Cyril Hanouna, le, le champion, l'ex-champion de Vincent Bolloré, qui a fermé à lui tout seul
une chaîne du PAF, paysage audiovisuel française, à savoir C8. Et je vous invite à regarder le dernier Rhinocéros proposé par Blast, animé par Lumi et par Usul avec sa magnifique moustache de Colombo. Donc sur... Colombo n'a pas de moustache. ouais, on s'en fout, allez, c'est Je bon. sais pas avec quoi tu confonds, mais c'est pas Colombo. En tout cas, mes jolis, comme dirait Cyril Hanouna, Ah, tu euh, fais bien Cyril ouais, Hanouna. pas mal. T'es un peu le Cyril Hanouna Je d'Infoscope suis en un peu fait, hein. Cyril Hanouna d'Infoscope, Et moi le Vincent effectivement. Bolloré. Effectivement, ouais, très bien, si tu veux, si tu veux. En tout cas, la question, je vous pose, la question à 10 000, je la pose maintenant tout de suite parce que, bah voilà, c'est forcément, c'est la question à 10 000, puisque Cyril Hanouna s'est dit qu'aujourd'hui, il se voyait bien candidat à la présidence de la République. Abraham Lincoln, au secours. Oui, effectivement, au secours. Alors, Hanouna, président de la République, on y croit ou pas? La question c'est est-ce qu'on va voter pour Hanouna face à Zemmour? Ah, t'imagines? T'imagines L'enfer. si on a un second tour Hanouna Zemmour? Non, mais Évidemment, non, mais non. on n'aura jamais ça parce que le jour où ils auront le rapport de force pour être au second tour tous les deux, il y aura plus de tours, il y aura plus d'élections, il y aura Oui, plus c'est rien ça. parce que ce sera déjà le fascisme. Oui, c'est ça. Ils seront de toute façon ensemble pour gouverner. Non, oui. Trump, par exemple, il a un profil, Zelensky aussi dans une autre mesure, mais Trump ressemble vraiment à ce que Hanouna a pu faire, même si Trump c'est d'abord un capitaliste qui après a fait de la télé-réalité, a fait du catch, des trucs comme ça, le Trublion, des émissions où il disait You're fired, Oui, c'est des ça. trucs comme ça, où il est resté dans les mémoires des gens, un peu sous l'abêtissement général de la dégradation de qualité des émissions américaines. Mais toujours est-il que Hanouna, il représente finalement quelque chose de culturellement. Il parle à des centaines de milliers de gens, et Des millions, mec. particulièrement Des millions, mec. et des millions de gens, effectivement, même si finalement les parts de C8, les parts d'audience de C8, je crois qu'elles ne sont pas spécifiquement euh, très hautes elles sont pas particulièrement plus hautes que celles d'Arte par exemple. Ouais. Donc il faut relativiser le poids d'Hanouna et ne pas en faire un truc où ce serait vraiment genre l'idole des jeunes. L'idole des flags. L'idole des flics, c'est autre Tu chose. vois, Abraham Lincoln, il nous dit non, mais il n'arrivera pas à avoir le vote des maires. Alors, du coup, les 500 signatures pour être candidat officiellement à l'élection présidentielle, mais il sera clairement un décisionnaire en puissance dans la manipulation de l'opinion publique. Et ça, c'est quand même un truc Oui, qui est important en fait. Et ça, c'est peut-être ça le plus important. T'as pointé du doigt le bon problème, Abraham Lincoln. Et d'ailleurs, Tristan Beurre de Cacahuète aussi. Je sais pas comment Hanouna peut se tailler un électorat avec l'assise du Rassemblement National. Ça aussi, c'est peut-être pas possible. Zemmour l'a tenté, mais il s'est effondré, il s'est cassé les dents face à la stratégie électorale, ma foi, fort efficace de Marine Le Pen. Mais aujourd'hui, le problème, c'est pas qu'il puisse être président de la République ou pas. C'est qu'aujourd'hui, c'est son idéologie, l'idéologie qu'il défend, elle est déjà au pouvoir en fait. En tout cas, bah c'est médiatiquement. sûr que Hanouna, par exemple, Abraham Lincoln te dit que Baba, donc Hanouna, s'est placé en médiateur durant la révolte des Gilets jaunes, notamment après le mouvement des Gilets jaunes, après 2018-2019. Il y a eu le grand débat voulu par Emmanuel Macron et Hanouna avait organisé des séances de grand débat sur son émission Touche pas à mon poste, avec notamment Marlène Schiappa à l'époque. Oui. Je ne ferai pas plus de commentaires que ça, mais oui, Marlène il se Schiappa, plaçait ancienne à l'époque ministre. comme neutre. Mais depuis, il s'est passé quand même des trucs, notamment le fait que Bolloré, il a tapé comme un sourd pour que Zemmour fasse le meilleur score à l'élection présidentielle et que grosso modo, il y a des études qui ont été faites, notamment, je crois que c'est une journaliste de Mediapart qui s'est vraiment qui s'est pris le courage de regarder et de s'enquiller à peu près toutes les émissions de Touche pas à mon poste et avec tous les invités, tous les intervenants entre, on va dire, ça devait être entre le mois de octobre 2021 et le mois de janvier 2022, c'est-à-dire juste avant la dernière élection présidentielle. Et on voyait que quand il parlait de politique,
à 75%, il parlait de l'extrême droite et à 70%, il parlait de Zemmour. Donc en fait, il n'y a clairement pas de neutralité chez Hanouna, même s'il prétend faire du divertissement et être là pour faire rire les gens ou divertir les gens ou leur donner le sourire. Personnellement, moi, ça me donne pas vraiment le sourire. Et il flatte effectivement les préjugés des gens et il ne va jamais faire œuvre de pédagogie et d'instruction pour essayer d'apporter des éléments factuels dans un débat. C'est le roi des fake news, en plus d'être le roi des diffamations. Et est-ce que son idéologie est déjà au pouvoir? Qui d'autre flatte les préjugés et dans une logique de clivante vis-à-vis des populations immigrées qui serait par exemple la source de tous nos maux en France? Quelqu'un comme Bruno Retailleau qui est ministre de l'Intérieur et qui pour lui il n'y a pas de problème avec la Russie, il n'y a pas de problème avec Donald Trump. Par contre il y a un problème avec l'Algérie. Franchement ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un ministre de l'Intérieur en France qui était autant obsédé par l'Algérie, quoi. C'est quand même un truc de ouf, quoi. Et c'est Bruno Retailleau, quoi. C'est l'ancien poulain de Philippe de Villiers. Philippe de Villiers qui est sur CNews. Donc oui, finalement, c'est une grande famille, l'extrême droite. Et aujourd'hui, factuellement, elle va du macronisme à Zemmour slash Soral Dieudonné slash d'autres nasillons groupusculaires. Voilà, y compris au-delà même du médiatique, il y a toujours des nervis d'extrême droite qui sont aussi violents sur le terrain, y compris à Angers d'ailleurs. Mais on aura l'occasion de traiter cette question dans d'autres circonstances. Tu vois, Abraham Lincoln, tu dis le ministre de l'Intérieur occupé par l'extérieur, mais tu vois, là, on voit bien les affects racistes et coloniaux qui animent encore la droite française, qui n'a pas digéré la décolonisation algérienne. Pour eux, d'une certaine manière, l'Algérie, ça reste encore un peu la France, hein. Et on le voit très bien aujourd'hui que ces idées-là, elles sont déjà en train d'appliquer. Tu vois, je veux dire, on parle d'Europe de la défense et on parle d'un référendum sur l'immigration. Bah voilà, là, je veux dire, à part, j'ai envie de dire, le vernis un petit peu libéral d'Emmanuel Macron, tu te demandes ce qui les sépare et tout. Bon, bah, ce qui les sépare, c'est qu'en fait, on sera pas content quand le Rassemblement National ou des nervis d'extrême droite arriveront au pouvoir et lâcheront leurs chiens sur les militantes, les militants, les journalistes comme nous. Ce qui me fait dire que aujourd'hui, il y a un moyen d'endiguer la montée et la progression culturelle, idéologique, intellectuelle et médiatique de l'extrême droite, c'est de vous abonner. C'est de vous abonner aux médias indépendants, comme Infoscope. On est disponible sur tous les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on fait des émissions sur Twitch. Et maintenant, on a un nom. La Gouline, on va les mettre en VOD sur YouTube. Ça va arriver incessamment sous peu, nos 2 premières émissions. Tout ça, c'est grâce à vous et que c'est pour vous qu'on le fait. Donc, j'en profite aussi pour dire que pourquoi on se dit médias indépendants, c'est parce que on ne bénéficie ni de subventions de l'État, ni de subventions de milliardaires. Nous, on a une cagnotte qui est disponible sur Hello Asso. N'hésitez pas à nous financer à partir d'1 € jusqu'à 900 millions de dollars. Donc, voilà. Abonnez-vous à Infoscope. Voilà. N'hésitez pas effectivement à nous soutenir. C'est pas ça qui va nous enrichir, mais dans tous les cas, c'est ce qui peut nous permettre de continuer à avoir du matériel, à payer le loyer de notre local. Et merci Somat de la régie, du coup, pour le partage de notre campagne de financement participatif qui est en cours, qui est un peu anachronique dans le sens où c'est le titre, etc. Faites pas trop gaffe. C'est la seule campagne de financement participatif qu'on a actuellement. On va très bientôt. En tout cas, on prend votre bif. Hein. On va très bientôt justement faire un gros lifting et un gros changement sur cette campagne sur Hello Asso qui restera, mais qui changera de titre et qui changera aussi dans les objectifs et dans la présentation. Ça présentera l'activité d'Infoscope en général et particulièrement le documentaire qui avait pour premier nom 100 jours qui ébranlèrent la France, mais qui en réalité portera un autre nom. Est-ce qu'on le dit? On dit pas. On le dit pas. Ouais, il a failli faire une saucisse. Non, pas du tout. Je te regardais pour savoir. Oui, d'accord. Abraham Lincoln qui nous dit au pire, on fait comme en Belgique, ils censurent les idéologies xénophobes d'extrême droite dans les médias traditionnels. Ça, ce serait évidemment l'idéal, en tout cas, de leur laisser moins de place. Cependant, c'est pas le cas.
Mais moi, je suis pas au courant du nom d'Issomate. Oh, le mythomane, le mythomane. Sinon, tout cramé, dit Abraham Lincoln. Mais oui, mais si tu veux apprendre comment faire un cocktail Molotov, il faut que tu lises Infoscope. On va faire des tutos bientôt. Do Ah, it yourself. do it yourself, DIY. Et donc sans transition, on va pouvoir commencer à parler donc De de l'article l'article qui est sur la protection de sur l'enfance. la protection de l'enfance. Un article qui est écrit par Clément Spino. Clément Spino qu'on n'arrête plus de nous faire écrire, qui n'arrête plus d'écrire. Donc sur la protection de l'enfance, notre cécité criminelle. C'est pour ça que le titre du stream s'appelle On avait dit pas les enfants avec la voix de Baba. Et puis on va commencer donc premièrement sur notre première source, enfin des sources qui sont disponibles dans l'article de Clément Spino qui va être en ligne sur infoscope.live à 20h. Donc le plan de lutte contre les violences faites aux enfants 2023-2027. Donc voilà, encore un sujet qu'on n'a pas eu trop tendance à parler, donc la protection de l'enfance. Et donc merci à Clémence de nous faire confiance et en tout cas de continuer à bosser là-dessus et de vulgariser ce genre de thématiques qui sont importantes. Moi, ma première question, elle va être un peu provoque, Ben. Sur le plan de lutte contre les violences faites aux enfants 2023-2027, bon, t'es un peu plus ancien que moi, mais moi aussi, je suis pas issu, je suis un vieux des jeunes, on va dire. On est des vieux des jeunes, on va dire. Et nous, à notre Est-ce époque, que tu veux dire qu'on a tous les deux été un jour enfants? primordial, dit Abraham Lincoln, je suis d'accord. Oui, moi j'ai été enfant, toi je sais pas. Oui, j'ai été Toi enfant. t'es né boomer, je pense. Et donc du coup, Et voilà. je mourrai Oui, boomer. c'est ça, c'est ça. Donc là, tu vois, là, il y a les chiffres clés, etc., qui sont mis en place. Ah bah oui, là, du coup, il y a pas la transition. Ouais, voilà. Merci. Donc les fameux chiffres clés. Chaque semaine, un enfant meurt sous les coups de ses parents. En 2021, plus 16% de violences intrafamiliales non conjugales par rapport à 2020. Donc des violences faites aux enfants, des violences familiales qui augmentent, des sujets dont on parle régulièrement, le procès Le Squarneck, l'affaire Betaram, enfin l'affaire, tu vois, comme on dit un petit peu pudiquement. Moi, la question provoque un peu que j'ai envie de poser, c'est que nous, quand on était jeunes, on se disait bien, faut bien que jeunesse se fasse. Et faut-il bien que jeunesse se fasse en vrai? Est-ce que tu peux dire, poser autrement ta question parce que Est-ce que la jeunesse se violence fasse. est-elle inhérente au parcours de l'enfant, en gros? Parce qu'en Ouais. fait, aujourd'hui, tu vois, je veux dire, je pense qu'à la cour de récré, tu vois, on était harceleur, harcelé, on était dans les positions d'harcelé, mais les positions d'harcelé, des fois, c'était aussi des positions d'harceleur. C'était des choses qui étaient communes. Aujourd'hui, on parle du harcèlement à l'école, on parle du harcèlement sur Internet, on parle très peu de la violence à la famille, enfin, intrafamiliale, etc. Pourtant, la poussière sous le tapis, je crois qu'il n'y a pas une seule famille bien française, bien de chez nous, qui n'a pas de violence, qui n'a pas connu son lot de affaires d'inceste et autres dégueulasseries. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, la violence est effectivement inhérente au parcours de l'enfant, ou est-ce qu'aujourd'hui, c'est aussi une question politique? Tu vois, comme dit Somat Satou, la violence n'est pas nécessaire, mais malheureusement incontournable. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Alors, je ne pense pas, comme tu le poses, que la violence est inhérente au parcours de l'enfant. Je pense que la violence est inhérente à la société telle qu'elle existe aujourd'hui. Et qu'un enfant qui grandit dans cette société, qui apprend petit à petit les codes de cette société, les normes de cette société, qui sont des codes et des normes violents, il va forcément soit être victime, soit être auteur de violences, qu'elles soient physiques, verbales, symboliques, et ainsi de suite. Et donc, la On violence, parle de ces violences à la Mona. euh, là en l'occurrence, on parle de la violence, les formes de violence diverses et variées qui notamment concernent, qui sont faites contre les enfants. Puisque là, le sujet, c'est la protection de l'enfance. Et est-ce qu'on peut, dans la société actuelle, grandir, arriver jusqu'à l'âge adulte, sans avoir été, à un moment ou un autre, victime de violence? Victime ou coupable d'ailleurs. Victime ou coupable, mais plutôt victime, parce que là, on s'intéresse spécifiquement à la protection de l'enfance et donc aussi à la question, effectivement, c'est imbriqué, de la violence dans la société et de la violence dans la construction de tout individu. Je pense que la violence, elle existe,
et elle est incontournable. Je suis d'accord avec Somat là-dessus. Par contre, je pense qu'il faut lutter fermement et catégoriquement et avec tous les moyens qu'on a à notre disposition pour que cette violence soit la plus faible possible, la moins fréquente possible, et pour qu'elle ait le moins d'impact sur la psyché et la construction de l'identité personnelle de l'enfant qui deviendra un jour un adulte et qui voilà, on sait que un traumatisme qui arrivait à l'enfance va poursuivre l'individu toute sa vie. Et donc, c'est pour ça qu'à mon avis, euh, oui, on pourrait dire de façon un peu nihiliste, il y a toujours eu de la violence, il y a tout le temps de la violence dans la société, les enfants sont violents, les enfants sont victimes de violences, on peut rien y faire, autant baisser les bras, à l'accepter et puis faire en sorte de panser les plaies une fois que le mal est fait. Je On ne parle même pense de pas, perversité de l'enfant d'ailleurs. mais je ne pense pas que ce soit le bon chemin. Je pense que le bon chemin, c'est la prévention. La prévention, ça passe notamment sur la question, par exemple, du consentement sexuel. C'est qu'il y ait des cours qui apprennent le consentement dès l'âge de 6 ans, 10 ans, 15 ans, et que ce soit évidemment abordé selon les âges de manière différente et différenciée. Mais toujours est-il que la question du consentement doit être forcément abordée et transmise aux enfants et à l'ensemble des enfants qui passent par le creuset de l'éducation nationale. Et de la même manière, je pense que il faut lutter fermement et avec toutes les ressources à notre disposition pour que la violence soit la plus faible possible, puisque on se demande souvent quel monde on va laisser à nos enfants, et on se demande rarement quel enfant on va laisser à notre monde, Oui, et quels enfants on va laisser à notre monde. oui. Et donc, plus les enfants seront dans une logique de diplomatie, de pacifisme, de coexistence, de coopération, plutôt que d'être dans une logique de coup de pression, de rapport de force, de concurrence, de compétition, eh bien, plus on aura une chance d'avoir une société qui demain sera apaisée et sortira, s'émancipera réellement en tant que société et en tant que composant, enfin, en tant que membres qui composent cette société, s'émanciperont de toutes les oppressions qu'on peut vivre aujourd'hui sans les éradiquer à 0%, mais au moins en éradiquant l'essentiel d'entre elles. Mais voilà, je pense qu'il y a un vrai enjeu à la protection de l'enfance et à la prise en charge des enfants qui sont déjà victimes de violences et qu'il faut absolument accompagner pour qu'ils ne le soient plus. Ouais. Et tu vois, là, il y avait Abraham Lincoln là, un petit peu plus tôt qui disait que, tu vois, en plus, c'est des choses qui peuvent s'accumuler. Par exemple, la violence dans les quartiers défavorisés où il y a où il y a beaucoup d'enfants noirs et arabes, en gros, hein, aux yeux de l'État, c'est ça, hein, tu vois, Mm. et tout, qui en plus subissent la violence institutionnelle. euh, plus que de raison, alors que même déjà quand t'es jeune, tu subis beaucoup plus la violence institutionnelle, tu te fais beaucoup plus contrôler par les flics parce que bah, souvent on dit que Mm. c'est toi qui fumes des ouinges, qui prend de la coke, qui boit beaucoup trop d'alcool et tout, etc. etc. Et ça, tu vois, je veux dire, je l'avais bien remarqué quand quand j'avais travaillé sur les émeutes là, en marge du décès de Naël Merzouk, il y a 2 ans maintenant. C'était en 2023, Ouais, ouais. ouais, c'est ça. Et tu vois, moi, les gamins qui me parlaient, parce que c'était majoritairement des gamins, hein, tu vois, je veux dire, Jean-Luc Mélenchon, il parle de révolte urbaine. Moi, je suis pas d'accord, hein, c'est pas des révoltes urbaines, hein, c'est des émeutes, des gamins qui étaient apeurés par les violences de l'école, apeurés par les violences de la police, par les violences institutionnelles. Effectivement, cette violence-là, les gamins, dans les quartiers défavorisés, ils la ressentent majoritairement. Et tu vois, tu disais, Mona, ça veut dire quoi concrètement lutter par tous les moyens? Moi aujourd'hui, malheureusement, je peux pas je suis pas juge et puis je suis pas non plus personnalité politique, mais tu vois ce que disait Abraham Lincoln quand il était éducateur dans une école privée poubelle et qui ne pouvait rien faire. Aujourd'hui, les éducateurs, en réalité, ils peuvent, ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent rien faire.
Et ça, c'est un problème, tu vois, aujourd'hui, parce que En tout cas, la prévention est très limitée et ils peuvent à la exactement. limite essayer de recoller les morceaux du pot cassé, quoi. Une fois que le pot a été cassé. Mais je suis d'accord avec toi et je pense que tu pointes quelque chose de très intéressant, c'est sur la violence institutionnelle. La violence institutionnelle, la violence scolaire d'un enseignant ou d'un instituteur qui, par exemple, rend les copies dans l'ordre de Des notes, valeur quoi, des oui, 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 oui. notes, par exemple, c'est une violence inouïe pour les personnes, pour les élèves, les enfants qui ont les moins bonnes notes. Et la violence institutionnelle, la violence de celui ou de celle qui représente l'autorité, justifie, légitime, consciemment ou inconsciemment, la violence entre enfants, la violence que l'enfant va pouvoir répercuter soit sur d'autres enfants, soit sur des animaux, soit sur je ne sais quoi, soit effectivement dans l'adolescence, une violence qu'ils vont à un moment donné, dans des périodes très concrètes, très on va dire circonscrites, mais très particulières, par exemple les émeutes qui a eu lieu après la mort de Naël, ça a été un moment d'explosion, mais d'explosion non pas en violence originelle, qui aurait été inhérente, innée à cette population pauvre et d'origine immigrée, même si c'était plutôt les deuxième, troisième, quatrième générations. Ouais, ouais, Mais carrément. toujours est-il que il y a, comment dire, je, Prends ton temps. Moi, je vois pas où est-ce que tu veux revenir, donc. eh bien, moi non plus. Habile, habile, habile. Ah Non, bah, mais. je te laisse faire la transition. Ouais, 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 non, mais du coup, sur ce. Oui, sur la violence Ouais, institutionnelle, vas-y. voilà, ça me revient, je suis désolé, c'est la fatigue et la Ah, sinusite. t'excuses pas, on est sur Twitch, on est tranquille. Voilà, on est tranquille, effectivement. Euh, la violence institutionnelle, ça fait que les gamins qui ont... Parce que c'était des gamins, tu l'as Ouais, constaté par tes propres yeux, tout à fait. qui ont participé à la violence, entre guillemets, qui n'est pas une violence originelle, comme je disais, une violence innée, inhérente à cette population-là, mais qui est une violence en réaction à la violence institutionnelle qu'ils subissent au quotidien, du fait des profs, du fait du banquier, du fait du propriétaire, du fait de la ville, du fait du patron, du fait du policier, et toute cette violence accumulée, à un moment donné, la réaction, c'est d'exploser, en fait. Tout à Et, fait. et ça, en fait, cette violence, elle s'accumule. Cette violence institutionnelle est symbolique, mais qui est extrêmement forte et qui a des répercussions physiques et psychiques. C'est une violence qui s'accumule dès l'enfance. Ouais, Et ouais, c'est ouais. pour ça qu'on ne peut pas parler de protection de l'enfance, des droits de l'enfant, de manière totalement déconnectée des oppressions systémiques. Absolument. Et tu vois, y compris quand on aseptise le débat, parce que c'est aussi ça, tu vois, je veux dire, aujourd'hui, il y a une tendance, effectivement, à aseptiser les débats, à aseptiser le contenu pour enfants. Merci Disney, coucou Disney, pour ce genre de truc. Alors moi, j'ai aucun problème avec les films Disney, hein, moi, si, j'ai un problème avec les films Disney, bordel de merde, tu vois, je veux dire, ils nous parlent, ils nous présentent une vision de la société qui est une vision hyper réac quand il réfléchit, qu'aujourd'hui, les films Disney, c'est genre la référence des films, et donc tu dois pas montrer ni de violence physique, physiologique, etc., etc. Et pourtant, il y a une telle symbolique de la violence là-dessus, ce qui fait que, et moi je suis d'accord avec toi, Somat, par rapport à la question de CD Delru, est-ce que la violence est plus intense maintenant que lorsque vous étiez jeune? Je pense qu'elle est effectivement plus discrète, mais qu'elle n'a pas tant diminué. Je pense qu'elle est devenue pernicieuse, la violence, en fait. Et c'est ça, en fait, l'un des problèmes par rapport à ça. Notamment par écran interposé. Exactement, notamment par écran interposé, parce Quand que on voit le harcèlement, par exemple, qui poursuit les gamins, le harcèlement scolaire, qui poursuit les gamins jusque dans leur chambre parce qu'ils ont leur téléphone ou sur les réseaux sociaux, ils continuent à subir le harcèlement qu'ils subissent au collège. Voilà, c'est l'exemple typique de ce qui est pernicieux, de ce qui est de manière immergée, la partie immergée de l'iceberg et qui n'est pas visible, notamment des adultes bienveillants qui essayent d'éduquer et d'accompagner l'enfant dans sa construction et dans son parcours scolaire. Et donc, voilà, et donc on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de sujets qui s'entremêlent, hein. exactement, et tu vois, Mona Roussière, elle a utilisé le bon terme malgré la faute d'orthographe. Je crois que violence institutionnelle et intrafamiliale ne sont pas de même nature, mais toutefois, elles peuvent puiser
puiser leur source dans le même modèle, le patriarcat. Non, le patriarcat, Oui. évidemment. Mais c'est de toute façon, c'est de ça dont il s'agit, hein, finalement, hein. C'est le patriarcat, hein, tu vois. La puissance du père, puisqu'en fait, même si aujourd'hui, bah, tu vois, il y a une certaine égalité de droit dans la famille, avec les parents, mais aujourd'hui, en réalité, tout le monde sait que dans la plupart des couples, bah, c'est quand même le daron qui est décisionnaire in fine, et que en fait aujourd'hui on oublie un truc, et c'est ce que tu disais, Mona. Salut Mona, d'ailleurs, mais je suis d'accord avec elle sur le fait que Bonne soirée, Mona. on croit que les parents, tant que les parents ils ne veulent pas laisser les enfants leur marge d'autonomie, en gros elle disait ça, eh ben on n'y arrivera pas. Et en fait, on en oublie que en fait, éduquer des enfants, c'est un métier. Il ne s'agit pas de faire un coup de quéquette et 9 mois dans l'utérus pour s'improviser parent, en fait. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Faut- Après, la question, c'est aussi quel environnement ont les parents Bah oui, pour justement assumer ces bah oui, responsabilités bien le sûr. mieux possible dans l'intérêt des enfants et dans l'intérêt général de la famille. Et donc, oui, il y a beaucoup, là, on voit de sujets qui s'entremêlent. Tout à Mais fait. ce qui est sûr, c'est que plus il y a d'exclusion sociale, plus il y a de misère, et plus il risque d'y avoir un côté un peu démissionnaire de la parentalité vis-à-vis d'enfants laissés à eux-mêmes. Et quand les enfants sont laissés à eux-mêmes, la tension, la frustration augmente et les violences finissent par faire jour. Ouais. Et tu vois, le truc, c'est que moi, tu vois, c'est ça aussi la questionnement. Donc là, c'est l'objet de la deuxième source, la fameuse Convention internationale des droits de l'enfant, une convention des Nations Unies du 20 décembre 1989. Donc ça fait maintenant aujourd'hui 30 ans, quasiment, que on parle enfin même plus de 30 ans d'ailleurs, 35 ans, oui, 35 ans, tu vois, 36 ans bientôt. qu'on parle effectivement du droit des enfants, que ça y est, les enfants, c'est plus des meubles, c'est plus du bien mobilier, comme Hmm. le disait le code pénal il y a encore à peine 10 ans. Euh, Là, je crois que tu exagères. ouais, ou peut-être un peu plus, mais bon, bref. Les enfants, non, je crois que tu confonds avec les Ah oui, animaux. les Et animaux, pardon. c'est un peu dur ce que tu Mais dis oui, là. désolé, désolé. Petite info saucisse, mais bon, voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, de plus en plus, on en parle dans le droit français, dans le droit international des enfants. Bah, je vais faire la transition moi-même, puisque je sais pas ce qu'il fait là, Somat. Hop, voilà. Et donc, la Convention internationale des droits de l'enfant. Bon, mais aujourd'hui, tu vois, le droit international, tu sais, c'est un peu comme le droit international avec la diplomatie, tu vois, aujourd'hui. Est-ce que c'est avec le droit? Est-ce que le problème, c'est une question de droit ou c'est une question d'application du droit, quoi, finalement, en fait, tu vois? L'esprit ou La la lettre, n'est-ce lettre pas? et le droit ou son application, bah effectivement, en fait, dans le droit tel qu'il est communément admis dans les démocraties libérales et dans les Nations Unies, par exemple, et y compris dans cette Convention internationale des droits de l'enfant, en fait, on édicte, on énonce un certain nombre de droits qui devraient se traduire en accès effectif à, par exemple, une éducation de qualité pour toutes et tous, un accès à une alimentation de qualité pour toutes et tous. Et on voit que c'est bien plus complexe que ça, que en fait on ne règle pas le problème juste en énonçant une série de droits. Alors après, il faut quand même énoncer des Oui, principes bien sûr, il en faut du droit. droit, ouais, bien Il sûr. faut énoncer des principes en droit, par exemple le fait que tout enfant doit être considéré à part entière comme une personne. Déjà, ça, c'est la base de la base. Et je pense que, voilà, c'est notamment, et notamment que, en plus, en tant qu'enfant, de moins de 18 ans, selon la Convention internationale, en tant qu'enfant, la fragilité d'une personne en construction fait que il faut préserver cette personne, cet enfant, euh, qui est donc en construction et qui est particulièrement sensible. Toujours est-il que, est-ce que c'est le droit international qui peut régler ça? Est-ce que c'est le droit qui peut régler ça? En partie, oui.
Oui, je dirais en partie oui, à condition qu'il soit respecté, ce droit. Ah, mais comment Si tu le fais on, respecter? Comment tu le fais appliquer, quoi? C'est ça la Eh question, en fait, bien, tu vois? voilà. Mais quand on pose la question du droit, après on pose la question du respect du droit. Et donc, forcément, si on ne pose pas au préalable la question du droit, se posera jamais la question du respect du droit. Oui, oui, Donc, c'est vrai. c'est pour ça que c'est pas juste des éléments creux. De faire des conventions internationales des droits de l'enfant, par exemple, et comme il y a d'autres conventions sur d'autres sujets du droit international. C'est-à-dire que quand on énonce des principes, au moins on pose des cadres. Par exemple, le fait que dans la Convention internationale des droits de l'enfant, l'enfant ne peut pas être séparé de ses parents, sauf si ses parents sont violents et atteintes, vont attenter aux intérêts de l'enfant. Et donc, c'était l'affaire Leonarda quand Ouais, ouais. François Hollande avait fait arrêter, enfin, on va dire, le gouvernement et l'État avaient arrêté une gamine de 15 ans, Tout à fait. Rome, qui était en situation irrégulière en France, dans un bus scolaire qui avait été immobilisé avec les gendarmes qui étaient Eh, tu t'en rentrés dans le rappelles bus bien, hein? scolaire et qui, bah, j'étais journaliste déjà à l'époque, Ah oui, déjà à l'époque, il était c'était en journaliste, le gars. 2013 ou C'est ça. 2014, et qui avait donc été expulsé en Roumanie avec ses parents. Et François Hollande, sous la pression d'une partie de la gauche, la partie la plus émancipatrice et la plus humaniste de la gauche, avait pris la parole pour revenir plus ou moins sur la décision de son Premier ministre Manuel Valls et de dire, Déjà à l'époque, Leonarda, on a merdé, si tu veux, tu peux revenir en France, mais sans tes mais parents. sans tes parents. Ouais, je me rappelle de cette histoire. Et en direct live, parce que dans son camp de Rome, qui était vraiment la misère du monde, hein, en Roumanie, ou en Hongrie, je sais plus, mais je crois que c'était en C'était la Roumanie, Roumanie, c'était la Roumanie. Leonarda a dit, mais je ne quitterai pas mes parents, en fait, en réaction directe et en humiliation immédiate du président de la République française. Et donc on voit que le président de la République française, qui, quand il traite d'une enfant qu'il nomme et à qui il s'adresse, ne respecte pas la Convention internationale des droits de l'enfant, on voit qu'il y a un problème. D'autant que c'est a priori le seul président de gauche qu'on a eu au XXIe siècle en France. Donc c'est quand même un peu dur de se dire ça, quoi. Mais toujours est-il que... La déconnexion euh, totale des puissants. Assez d'accord, Somat, ouais. ouais, ouais, il y a cette côté de déconnexion, mais... Et les puissants encore, oui, oui, des élites, on va dire, ouais, les puissants, les élites, Bah, effectivement. les élites sont Et puissantes, malheureusement. oui, 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 mais après, il faut quand même édicter des principes en droit international et en droit nationaux euh, pour qu'ils puissent être respectés. Et après, c'est une bataille politique, une bataille culturelle, une bataille économique que d'avoir les moyens de faire respecter ces principes. Mmh. Je suis d'accord. Alors pour revenir sur l'affaire Leonarda, je m'en rappelle pas mal aussi parce que c'était là, commençais à m'engager, j'avais voulu bloquer un lycée. C'était un échec. Évidemment. Mais bon, voilà, faut bien commencer quelque part, hein. C'est un peu l'histoire de ma vie, tu vois. Je commence toujours par des échecs, quoi. Là, je vois que sur le stream, ça parle beaucoup des traumas émotionnels entre Abraham Lincoln et CDD Delru. Oui, sur le fait que tout se fait Voilà, avant 3 ans. 3 ans. Et Les tu vois. traumatismes rencontrés avant 3 ans resteront gravés à vie. Ouais, Oui, ouais, ouais, certainement. ouais, Enfin, ouais. Là, mais on bien parle sûr. d'hormones du stress, etc., Notamment etc. dans la construction de la personnalité, avant ce qu'on appelle l'âge de raison de 6-7 ans, où on se rend compte, l'enfant se rend compte pleinement Oui, qu'il oui, oui, appartient oui. à un monde qui le Il est dépasse, pas con, l'enfant, clairement. qu'il n'est que une personne dans ce monde, et que voilà, en fait, l'âge de raison, et que finalement les toutes premières années de la vie sont celles les plus délicates, parce que évidemment, plus un traumatisme intervient tôt dans une vie, et plus il laissera des séquelles dans la personnalité, dans le corps et la psyché de cet individu. Le problème, c'est que, et là, du coup, c'est l'objet de la prochaine source qu'on va avoir, Somat, si t'es OP là-dessus. Parce que du coup, là, ça pose la question, en fait, finalement, concrète, nous, notre responsabilité en tant qu'adultes sur les violences faites aux enfants, notamment les violences sexuelles, et en particulier l'inceste, évidemment. On vous croit, bon, bah ça c'est une bonne déclaration d'intention, on vous croit, mais concrètement,
tu vois, quand t'es, je veux dire, nous, à l'échelle d'individus, qu'est-ce qu'il faut faire? Mettre la poussière sous le tapis? Bon, bah évidemment, on a Non. l'impression que non, tu vois, je veux dire. Mais est-ce qu'il faut exposer aussi au grand jour les problèmes, etc., etc. Et des fois, mettre l'enfant, justement, au centre de problématiques. Moi, là, il n'y a pas longtemps, j'ai vu le film de Justine Triet, Anatomie d'une chute, que je vous conseille, et qui est justement extrêmement intéressant par rapport à ça, puisqu'en fait, à la fin, c'est l'enfant qui fait basculer le procès, mais du coup, c'est un enfant de 10 ans, 11 ans, qui est mis devant la violence suprême Ne spoil pas, s'il te ouais, plaît. voilà, c'est tout ce que je dis juste par rapport à ça. Et aujourd'hui, c'est peut-être pas forcément mieux de mettre l'enfant aussi au centre. Alors, nous, quelle est notre responsabilité justement pour à la fois ni être dans l'écueil de mettre la poussière sous le tapis, ni bah, tu vois, exposer l'enfant à une violence qui serait pas plus ou pas moins préjudiciable pour sa construction future, quoi. Eh bien, je pense qu'il y a un juste milieu. Il y a un juste milieu qui est de surtout pas mettre la poussière sous le Tu tapis. vois, t'as Abraham Lincoln qui le dit, hein, être en face d'une enfant victime qui se confie, c'est dévastant. Qu'est-ce que tu peux faire? Faut tout faire pour l'aider et le guider. Et bordel, que c'est délicat? Bah oui, évidemment que c'est délicat. Ne surtout pas mettre la poussière sous le tapis. Donc, dans un cadre où l'enfant n'est pas celui qui a la pression, mais dans un cadre où l'enfant peut témoigner en long, en large, en travers et en prenant le temps d'être écouté. Un cadre rassurant pour l'enfant, mais où il serait en capacité, par exemple avec une équipe de psychologues ou de psychiatres, de témoigner sur les violences qu'il a subies et que ce ne soit pas mis sous le tapis, mais ce soit quelque chose qui aboutisse à ce que ça doit aboutir. C'est-à-dire que si c'est une question d'inceste et de crime de pédocriminalité, de d'affaires de pédocriminalité, il faut qu'il y ait une condamnation. Il faut qu'il y ait une condamnation à la hauteur du crime commis. Et donc, il faut que la justice ait les moyens de faire son travail. Et pour ça, effectivement, on ne peut pas se dire il faut attendre, il faut faire en sorte que il y ait un procès, même pas à huis clos, où on va mettre l'enfant devant tout le monde et le faire témoigner devant la cour, entre guillemets. C'est évidemment tout ce qu'il ne faut pas faire, mais il faut être en capacité de trouver, et c'est un chemin qui, à mon avis, est certainement exploré depuis plusieurs décennies par des professionnels, de comment on sort avec le moins de dégâts possible d'une affaire d'inceste. Je pense que mettre sous le tapis et ne pas en parler, être dans le déni, voire le refoulement et essayer de faire en sorte que ça n'ait pas arrivé, je pense que c'est la pire chose à faire. Mais après, la seconde pire chose à faire, ce serait de mettre une pression dingue sur l'enfant victime en essayant de la mettre au centre d'attention publique, de la sphère Bah oui, c'est publique. ça. Et c'est absolument pas ce qu'il faut faire non plus. Et peut-être qu'il y a un juste milieu à trouver où l'enfant devenu adulte puisse être en capacité de témoigner, de se souvenir, de dire les choses et de se confronter au moment opportun, au moment où ça lui est le moins douloureux et où c'est le plus important dans l'enquête et dans la révélation de la vérité pour la justice, pour que justice soit faite, eh bien qu'il soit confronté aux auteurs de l'inceste dont il a été victime. Oui. Ok. Notre décor est en train de s'agiter tout seul. Je suis assez d'accord avec toi, Somat. Ça s'applique à tout le monde, en fait, pas juste aux enfants. En fait, j'irais même un peu dans ton sens, dans le sens où, en fait, la manière dont on traite nos enfants, une société, on peut juger l'état de santé d'une société à la manière dont elle traite ses enfants, et aussi ses vieux d'ailleurs. Ça me fait penser à l'article de Mona Roussière sur les tranches de vie, disponible sur infoscope.live, bien sûr.
Et ça, c'est un vrai point. Aujourd'hui, moi, tu vois, et c'est là où je suis un peu d'accord avec toi, c'est qu'aujourd'hui, il faut trouver un juste milieu, que, en fait, il n'y a pas de réponse aussi facile, en fait, que ça, tu vois. Je veux dire, Mm. c'est pas vrai que la réponse, elle soit aussi facile, qu'on peut pas édicter des positions de principe. Là encore, c'est un métier, et donc force à tous nos frères, nos collègues et camarades éducateurs qui mettent la main dans le cambouis au quotidien. Ce qui me fait dire, et du coup, pour aller un peu plus dans le détail par rapport à ça, et moi je veux pas pointer du doigt parce qu'en fait tu pointes du doigt quelque chose qui est important, c'est la responsabilité du politique. Parce qu'on parle souvent de la responsabilité, on parle souvent de la question de c'est un travail de l'éducation, l'éducation. Moi j'entends beaucoup, on entend beaucoup la question de l'éducation. D'ailleurs, tu vois, Somat elle dit il faut que l'enfant trouve des personnes ressources, et c'est pas toujours possible. D'où l'importance de l'éducation sexuelle et d'avoir des adultes formés à accueillir ces histoires qui puissent rencontrer et proposer un temps d'échange aux enfants. Oui, je suis d'accord avec ça. Et en même temps, on voit bien que c'est une responsabilité politique. Et du coup, j'aimerais bien que Somat, si tu peux mettre la prochaine source, une source donc du CIVIS, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, qui a fait 82 recommandations, 82 préconisations sur comment on s'arrête là. Et là, on peut s'arrêter là. Les 82 recommandations qui suivent ont été publiées dans le rapport de la CIVIS remis le 17 novembre 2023 au gouvernement. Aucune réponse officielle du gouvernement n'a été apportée ensuite aux recommandations. Est-ce qu'aujourd'hui, le politique, et en particulier, là on va citer le gouvernement, hein, les gouvernements successifs du mandat d'Emmanuel Macron, donc depuis 2023, on parle des gouvernements Borne, on parle des gouvernements Attal, on parle des gouvernements Barnier, et maintenant on parle du gouvernement Bayrou. Alors là, Bayrou, c'est encore pire, parce que le gars, il cache, enfin, il est pris dans un scandale, comme on dit pudiquement, un scandale d'État avec Notre-Dame de Bétaram. Est-ce qu'aujourd'hui, l'inaction gouvernementale, elle est pas un peu criminelle, tu vois? Bah oui, oui, oui. Et Désolé, hein, c'est dur comme qui, mot, mais voilà, hein. celui qui incarne le mieux cette inaction gouvernementale, c'est le Premier ministre lui-même, c'est le chef du gouvernement lui-même, n'a pas agi alors qu'il aurait pu agir, alors qu'il était le plus à même d'agir dans une affaire de pédocriminalité dont il était au courant depuis 30 ans. Imagine. Et depuis 30 ans, non seulement il n'a rien fait pour que la vérité soit révélée dans le cadre d'un processus judiciaire et que la réparation soit faite aux victimes qui étaient déjà victimes il y a 30 ans, mais depuis 30 ans, il y a eu d'autres victimes jusque dans les années 2010 à Exactement, oui. Bétaram, et peut-être encore plus récentes. Après tout, on ne sait pas. Il faut que l'enquête aille au bout. Et Bétaram, d'ailleurs, devrait être en suspension totale, c'est-à-dire fermé. En fait, c'est un scandale que cette institution, cet établissement scolaire, qui en plus fonctionne avec l'argent de nos impôts, soit toujours ouvert. Enfin, cet établissement devrait être fermé. Déjà, c'est la première des choses qu'il aurait fallu faire. Mais après, l'inaction gouvernementale, elle se manifeste de plein de manières. Et d'ailleurs, il y a même une qualification pénale en ce qui concerne François Bayrou, et je finirai là-dessus sur l'affaire Bétaram, puisque c'est vrai que l'affaire Bétaram en soi, c'est vraiment l'affaire de centaines d'enfants qui ont subi des violences et des violences sexuelles. Des euh, centaines, je sais pas, hein. des centaines d'enfants. Ah ouais, vraiment? Des centaines d'enfants. Ok, ok. Il y a eu à peu près 140 plaintes qui ont été Ah mais oui, déposées, oui, oui, t'as raison, t'as raison. et les faits Gros bilan remontent de jusqu'aux chiffres. années 1950 et vont Ouais, jusqu'aux ouais, années 2010. ouais, Donc ouais. c'est au bas mot des centaines et peut-être même encore plus d'enfants qui, étant enfants, ont subi des violences et des violences sexuelles. Ouais, 140 plaintes quand Et même. 140 plaintes. Ouais. Et il y a une procédure pénale qui peut être engagée contre François Bayrou, qui le sera certainement, puisque certaines victimes de Bétaram ont décidé de porter plainte contre François Bayrou pour non-dénonciation d'un crime. Et c'est la caractérisation de l'infraction dont il aurait pu se rendre coupable dans cette affaire. Mais au-delà de la caractérisation pénale, la question c'est la responsabilité politique. Est-ce que c'est criminel d'avoir une politique
qui est dans l'inaction face aux violences commises contre les enfants, oui, c'est criminel. À partir du moment où on considère justement à quel point ces violences contre les enfants aboutissent à, et Clémence le rappelle bien dans son article, que beaucoup d'enfants qui ont subi des traumatismes finissent par faire des tentatives de suicide. Ouais, comme dit Abraham Lincoln, combien n'auront jamais porté plainte et se seront donné la mort, tu vois? Voilà, on se rencontre dans nos réflexions. En fait, il y a combien d'enfants qui ont été traumatisés et qui ne s'en sont jamais remis, n'ont jamais pu recoller les morceaux, même pour faire bonne figure et continuer à vivre entre guillemets normalement, même si c'est un terme que j'approuve pas spécialement, mais c'est-à-dire le moins, avec le plus d'apaisement possible. Et c'est sûr que quand on voit les dégâts que font les violences commises contre les enfants, et quand on voit la faiblesse de la protection de l'enfance du fait des politiques austéritaires, oui, on peut dire que les politiques austéritaires et les politiciens qui mènent ces politiques sont criminels. Ouais, ouais, je suis absolument d'accord. Et d'ailleurs, tu vois, Somat, c'est ce qui justifie, tu disais là tout à l'heure, on en revient au coup de ce genre de dispositif, qu'il y aura toujours le cynisme malsain du capitalisme qui vient dire que c'est trop cher. Voilà, là, c'est ça qui justifie l'inaction gouvernementale. À partir du moment où ton président de la République et le gouvernement, il suit les intérêts de la classe capitaliste, du patronat, et quand je parle du patronat, évidemment, je parle du haut patronat financiarisé, hein, le classement Challenge, le classement Forbes. Euh, oui, en fait, effectivement, tu perds de l'argent à t'occuper des gosses, tu vois, je veux dire, sauf s'ils te rapportent de l'argent, donc tu vas donner de l'argent à la formation, genre à l'apprentissage et tout, mais alors s'occuper de social, ça, non, évidemment. Combien de victimes auraient pu être évitées si l'inspecteur avait fait correctement son boulot? Bah oui, mais tu vois, la semaine dernière, c'est ce qu'on disait déjà lors de notre dernier live. Tu vois, en moyenne, un établissement privé, il se fait contrôler toutes les 1200 ans ou 1500 tous ans. les 1500 ans, t'imagines? Tellement il n'y a pas de moyens par rapport à ça. Et quand il est contrôlé, inspecté, il est parfois, et dans le cas de Betaram de manière tragique, mal inspecté. Ouais, c'est clair. Et l'inspecteur, effectivement, n'a pas fait correctement son travail, mais à sa décharge, c'est sa hiérarchie qui lui a demandé de mener son inspection, qui lui a prévenu la veille de mener son inspection un vendredi pour qu'il rende son rapport lundi matin à l'académie, au rectorat du moins, et tout ça sous la pression du ministre de l'Éducation de l'époque, un certain François Bayrou. Tu vois? Et là, tu vois, Abraham Lincoln qui dit quand on voit les dégâts que ça cause déjà sur des adultes, alors que l'enfant est en train de se construire, comment le laisser grandir en l'ensevelissant sous des gravats? Et tu vois, c'est aussi ça aujourd'hui que les affecte un petit peu. Et ce que disait Mona Roussière sur la question du patriarcat, parce qu'en fait, aujourd'hui, en France notamment, on a une vision violente de la pédagogie. Tu vois, je veux dire, il y a à peine 50 ans ou 60 ans, je pense que nos parents et tout, ils avaient vécu des sévices corporels. En fait, il faut quand même se dire qu'on vient dans un pays où on trouvait que les châtiments corporels, c'est bien, ça forgeait la jeunesse, quoi, tu vois, je veux dire. Et, Mm. les conneries et le service militaire, même encore aujourd'hui, il y a des gens qui disent, ouais, le service militaire, c'était quand même vachement bien, alors que ils ont jamais vécu ce que c'était le service militaire. Moi, mon beau-père, par exemple, il a fait le service militaire, ou mon oncle, qui ont fait le service militaire, ils ont pas kiffé le service militaire Bien du sûr. tout, du tout, du tout, du tout. Parce que la vie de caserne, c'est une vie de merde. C'est une vie de merde. Ah, je dis bien sûr, je les connais pas personnellement. En tout cas, j'ai pas eu leur témoignage personnel là-dessus. Mais c'est vrai que la plupart des gens qui disent ouais, ce serait bien de remettre le service militaire, c'est des gens qui n'ont pas vécu le service militaire. Ouais, ils De la savent pas même ce que c'est, manière quoi. que ceux qui nous disent de temps en temps, sur un ton à moitié déconnant, à moitié sérieux, ouais, une bonne petite guerre Ouais, et, voilà. la société va aller mieux, c'est des gens qui n'ont jamais connu la guerre. Parce que quelqu'un qui a connu la Seconde Guerre mondiale, par exemple, avec sa cohorte D'horreur. Ouais, ouais. d'abomination, jamais n'aurait dit quelque chose de ce genre-là. Ou alors il fait les, quoi, tu vois. Ouais, ouais, ou Et, alors il a eu un traumatisme et un déni dont il ne s'est jamais remis. Et c'est ça aujourd'hui le truc, c'est qu'en fait, effectivement, le problème, il est systémique. Et là, encore une fois, sur ce problème de la protection de l'enfance, sur cette question de la protection de l'enfance, parce que c'est pas un problème, c'est une question,
Moi, je l'ai fait, mon service militaire d'ICD Delru, et je ne le souhaite à personne. Bah, tu vois, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Et bah, en fait, aujourd'hui, il est là. C'est qu'en fait, on trouve que. Enfin, c'est une vision, en fait, finalement, du capitalisme. C'est la question de la protection de l'enfance pose le problème d'aujourd'hui du capitalisme, qui ne voit l'individu rien d'autre qu'une masse pour pouvoir faire du fric et toujours plus du fric. Et Hmm. c'est marche ou crève. Et c'est encore plus grave en cette période qu'on est en train de vivre sous le fascisme. Donc ça revient, et moi je refais mon jugement par rapport à ça. Est-ce que les violences sont pires aujourd'hui qu'à l'époque? Bah peut-être que oui en fait. Peut-être que Bah, oui en en tout fait. cas, les violences institutionnelles empirent. Ouais, ouais, je pense Les aussi. violences institutionnelles empirent. Et comme ce sont les sources de toutes les formes de violence d'autres types, eh bien, on peut craindre une recrudescence de la violence en général, puisque les violences institutionnelles, les violences symboliques, les violences de l'autorité empirent du fait d'une fascisation euh, et euh, et il y a des garde-fous qui existent, mais ces garde-fous sont attaqués par le néolibéralisme avec l'austérité. Donc en fait, le néolibéralisme aboutit, et donc le néolibéralisme qui était une phase du capitalisme, aboutit au fascisme qui est une autre phase du Exactement, capitalisme. le stade du Et on capitalisme y en crise. arrive effectivement à ce stade du capitalisme en décomposition, en crise de régime, et que en fait, petit à petit, à force d'entendre des horreurs de la part de gens qui sont ministres, forcément, les enfants, quand ils disent eux-mêmes des horreurs contre leurs camarades de classe algériens, par Ouais, exemple, ouais, eh ouais. bien, on va tendance, en fait, soit on prend conscience que le gamin il a merdé et on engueule le gamin, soit on se dit bah le gamin après tout il a raison, enfin en tout cas c'est un peu dans l'air du temps, il dit pas autre chose mais du coup on l'engueule pas, mais à aucun moment on engueule Bruno Retailleau, enfin je reviens à lui mais quand même c'est fasciste land quoi en ce Ouais, moment grave, hein, grave, grave. Et tu vois, sur ce truc-là, en plus, par rapport aux gamins et tout, au traitement qu'on fait par rapport aux gamins, mais tu vois, il y a combien encore aussi d'œuvres ou même de postures, même chez des gens, hein, même auprès de nous, même des gens qu'on connaît, même des gens de gauche, des fois, qui voient pas le problème, par exemple, quand une fille, par exemple, de 18 ans, 19 ans, 20 ans, se met en couple avec un gars de 20 ans, 25 ans de plus qu'elle, tu vois, je veux dire. Tu vois, c'est ce genre de choses où on a un rapport extrêmement malsain Hmm. à la jeunesse, tu vois. On a un rapport malsain où en fait la jeunesse c'est un peu la période dorée, donc tu fais un peu tout ce que tu veux. Moi, ça me fait penser à tu sais, l'enquête qu'on avait fait autour du décès de Lauriane. Donc, Nous sommes en guerre, épisode 2, Lauriane, disponible sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller le regarder. Lauriane, c'est l'histoire d'une. Parce qu'à l'époque, c'était une gamine, hein. Elle avait 19 ans, hein. Elle avait 19 ans, hein, c'était une gamine. C'est aussi ça aussi. Les gens ils disent à 18 ans tu deviens adulte. Mais non, c'est pas du tout vrai. À 18 ans tu es majeur, mais ça veut pas dire que tu es quelqu'un d'adulte, tu vois. Et la gamine, elle avait 19 ans, ou 20 ans. Elle était apprentie pompier professionnel en formation au service départemental d'incendie et de secours du Maine-et-Loire. Elle était à l'école départementale d'incendie et de secours de Feneux, Feneux qui se trouve au nord d'Angers. Euh, cette fille s'est donné la mort parce que elle n'en pouvait plus du harcèlement de sa direction. Non seulement la direction l'a nié, mais ce qu'elle a dit à ses parents directement, moi c'est un truc, mais ça m'a choqué et ça me choquera toute ma vie. La direction, aujourd'hui depuis condamnée, bien heureusement, grâce à la lutte des syndicalistes de la CGT Pompiers, qu'on salue d'ailleurs, Et de qu'on la embrasse, famille qu'on et de salue la aussi. famille, oui, évidemment, la famille Amaglio. Euh, la direction, la hiérarchie a sorti quand même, globalement, aux parents, c'était une fille de mauvaise vertu. Je crois que le mot salope a été utilisé, tu vois, Hmm. pour devant les parents, tu vois. Et je veux dire parce qu'elle avait couché avec deux collègues à elle. Bon, super. Sur plusieurs années de Oui, formation. non mais Enfin, super, super, tu vois. et puis enfin, d'autant plus que c'est en fait il n'y a pas eu de remise en question et effectivement on voit que toute la violence institutionnelle jusqu'où elle peut aboutir, et en plus même une fois que le pire a été commis, l'irrémédiable a été atteint. Lauriane, elle s'appelait Smat.
une fois que l'irrémédiable a été atteint, l'irréversible plutôt, eh bien, il y a un déni de l'institution qui n'assume pas en fait sa responsabilité dans l'irréversible. Donc voilà, Voilà, le suicide de un Lauriane, elle avait article 23 ans, ouais. un article de l'Humanité qui est sorti pendant qu'on tournait notre documentaire, puisque nous, on avait eu l'information auparavant. Elle avait 23 ans, Ouais, voilà. donc pas tout à fait 19, mais C'est pas très vieux, elle hein, sortait de vraiment, hein. l'adolescence. Elle était très très jeune, effectivement. Et donc c'est une affaire qui a duré des années, puisque notre documentaire, Abonnez-vous il à a Luma été d'ailleurs. tourné en 2021, et c'est en avril 2016 qu'elle s'était donné la Ouais, mort. ouais, ouais. Donc il a fallu 5 ans de bataille syndicale, de bataille de la famille, de bataille juridique et du judiciaire pour que enfin le SDIS dise oui, on a merdé, oui, Lauriane était sapeur-pompier, oui, elle est morte au feu. Enfin, Ex- bon, ça, on a un peu digressé parce que, mais en même temps, c'est Bah non, pour toujours moi, c'est le sur sujet, hein. la violence institutionnelle. Et d'ailleurs, Parce que pour le coup, Clémence, elle le dit hein, dans l'article, que les principales victimes sont d'abord les filles, tu vois, aussi, tu vois. Et en fait, justement, ça me fait penser à ce que je fais rarement dans un stream, dans une émission qu'on fait, où on essaie de prendre du temps, de prendre du recul. On n'est pas historien, on est journaliste, mais quand même, on essaie de prendre un peu de recul. Mais là, il se trouve qu'il y a une actualité qui va totalement dans ce sens-là. En 2019, une gamine de 11 ans, Enaël, s'est suicidée Ouais. alors qu'elle était harcelée dans un établissement qu'elle avait quitté quelques semaines plus tôt, mais elle était tellement mal dans sa peau que le changement d'établissement n'a pas suffi. Dans l'établissement où elle était harcelée, sa professeure de français euh, l'a harcelée. Donc, tu vois. Elle était mise au tableau, elle devait faire face à ses harceleurs camarades de classe, et elle pleurait. Elle était humiliée non seulement par ses camarades de classe, mais surtout par la professeure de français qui l'humiliait et continuait à la rabaisser. Et après, il se trouve que justement, c'est ouvert aujourd'hui le procès de cette professeure de français qui n'exerce plus auprès de mineurs depuis cette affaire-là, depuis 2019. Peut-être qu'une autre vérité sera révélée au terme de l'enquête et au terme du procès, je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'il y a eu énormément de témoignages d'enfants qui sont passés par les classes de cette enseignante et que tous les témoignages convergent pour dire oui, elle avait chaque année dans chaque classe une, deux ou trois têtes de Turc qu'elle mettait au tableau ou qu'elle mettait au fond de la classe et qu'elle humiliait alors que c'était des gamins de 6e, des gamins de 11 ans, 12 ans. Et on voit là que la violence institutionnelle est peut-être la pire et la plus originelle forme de violence et celle dont on ne se relève finalement jamais quand elle est quand elle est justement le fait de personnes censées représenter l'autorité, censées représenter le modèle, la norme de la société, quoi. Ouais. Et tu vois, c'est ce sujet-là. Alors après, est-ce que Soma, tu peux remettre le chat du stream tout en bas parce que je vois plus le stream. Ouais, merci. Ça lui permettait d'avoir des cibles faciles et de créer des boucs émissaires pour être tranquille avec le reste de la classe. Envie de gerber. Mais ça, c'est un truc, franchement, moi je me rappelle. Ok, bon, très bien. Bah, on verra ça. Ouais, c'est un peu chiant. C'est un peu chiant, Samad. Bah, écoute, on arrête l'enregistrement là et puis on verra par la suite ce qu'on décide de faire. On pourra récupérer le streaming. On pourra récupérer de toute façon le fichier source du streaming directement là-bas. Donc, t'inquiète. Petit souci technique, mais tout va Ouais, bien. ouais, Le ouais, ouais, stream ouais, ouais. continue, ne Le vous stream inquiétez pas. continue, donc voilà, sans transition aucune. Et pour en revenir sur la responsabilité du politique, c'est évidemment la question évidemment la question autour bah, du fait qu'il n'y a pas de ministère lié à l'enfance dans le gouvernement de François Bayrou. Mais heureusement, question 5, Légifrance, ouais, voilà, la source légifrance.gouv. Non, l'autre, celle d'avant. Non, celle d'avant, ouais, exactement, bien wesh. 1-2-1-2, on vous entend toujours, bah encore heureux hein, qu'on nous entend toujours. Mais c'est que aujourd'hui, maintenant, on n'a pas
un ministre, mais on a un haut commissaire à l'enfance. Alors ça, c'est D'ailleurs, qui n'a très... pas encore été nommé. qui n'a pas encore été nommé d'ailleurs, effectivement. Mais ça, ça en plus c'est très Trump et Elon Musk corps quoi. Tu vois, je veux dire maintenant, on ne fait plus de ministère. De toute façon, les ministères et les fonctionnaires, ça nous coûte trop cher. Donc maintenant, on fait des hauts commissariats, on nous Hmm. fait des agences, tu vois, pour nous occuper de ça parce que ça va être plus efficace. Est-ce que ça va être réellement plus efficace d'après toi? Non. Voilà, sans spoil. Spoiler, spoiler, non, non, ce sera pas plus efficace. Tout simplement parce que la différence entre un haut commissariat à l'enfance, même si on peut se dire ah bah c'est bien, c'est transministériel, ça va aborder tous les sujets dans l'éducation, dans tous les autres secteurs de la société, etc. Et tout le gouvernement va s'en saisir, etc. Mais en réalité, le gouvernement, il a 1000 choses à faire par jour. Donc, il va pas s'en saisir spécifiquement parce que il y a une personne qui s'en occupe. Alors que quand il y a un ministère qui s'occupe de la protection de l'enfance, c'est un ministère avec des agents rattachés à ce ministère et des moyens qui sont mis en place, des budgets qui sont mis en place d'année en année dans le budget de l'État. Et là, évidemment, le Haut Commissariat à l'enfance, ce sera comme le Haut Commissariat au plan dont François Bayrou a occupé le poste jusqu'à sa nomination de Premier ministre. C'est un truc qui servira à pas grand-chose, si ce n'est rien. Ouais, ouais, mais là, tu vois, en plus, tu parlais. En plus, tu sais, c'est un peu le symbole, quoi, le pied de nez. Oui, bah, on s'occupera de tout ça plus tard. C'est pas grave, hein, Somat. Tu vois, c'est le pied de nez parce que, effectivement, François Bayrou, avant d'être nommé Premier ministre, il était lui-même haut commissaire au plan. Faut voir ce qu'il en a fait du haut commissariat. Ça n'a aucun sens de faire ça. Et puis, en fait, vraiment, c'est. Là, pour le coup, là, on parle de mettre de la poussière sous le tapis, mais là, c'est vraiment, on met la poussière sous le tapis, hein, franchement. Parce que c'est pas comme si les sujets, ils étaient vraiment nombreux, quoi, tu vois, par rapport à ça, quoi. Ah oui, 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 effectivement, mettre la poussière sous le tapis, c'est ce qu'a fait François Bayrou toute sa vie dans l'affaire dans laquelle il est impliqué. Donc, c'est pas étonnant que dans son gouvernement, il n'y ait pas de ministre de plein droit, de plein exercice, même ministre délégué ou secrétaire d'État, mais qu'il n'y ait pas un membre du gouvernement à la tête d'un ministère de la protection de l'enfance. Et c'est symptomatique de quelque chose de grave, en fait. Tu parlais tout à l'heure de est-ce que c'est criminel? Oui, et ça empire. En fait, c'est de plus en plus accablant, en fait. Exactement. Mais heureusement pour nous, nous avons Gérard Larcher, Et oui, président du Sénat, avec son trône. son J'ai- trône à 35 000 dollars. C'est à 35 000 dollars. J'irais même dire jusqu'à mettre mis la poussière sous le tapis et le tapis sous l'armoire. Oui, il y a un petit côté comme ça, effectivement. Ouais. Et notamment parce que il nous a, il a été à l'origine d'une préconisation, enfin de rapport, d'une préconisation du CESE, Gérard Larcher. La protection de l'enfance est en danger. Les préconisations du CESE et si Somat voulait bien nous mettre la source si possible à la page 83. Donc la protection de l'enfance est en danger, les préconisations du CESE et donc Gérard Larcher donc hop qui nous parle ici donc d'intérêt supérieur de l'enfant. Alors c'est la page d'après, excuse-moi. Un petit temps de latence. Voilà, la conclusion. Voilà, la dernière phrase. Elles doivent être un objectif transversal des politiques publiques avec une seule boussole, l'intérêt supérieur de l'enfant. Est-ce que l'intérêt de l'enfant, il est si supérieur que ça en vrai? Quand on entend ce qu'on entend et quand on voit ce qu'on voit, est-ce qu'on a raison de penser que l'intérêt de l'enfant est supérieur en vrai? Bah, clairement, non. De la même manière que. Là, je suis pas sûr qu'on voit la dernière phrase sur le stream, Somat. Mais est-ce que l'intérêt supérieur de l'enfant est consacré? Non. Non par manque de moyens, non par manque de volonté politique, non par volonté politique de ne pas donner les moyens, non par C'est déjà très bien, Somat, négligence. t'inquiète, merci. C'est très bien, ouais, ça ira très bien. Oui, voilà, c'était juste que scroller, ouais, ouais, scroller, tout simplement pour qu'on voit la dernière phrase. Mais, puisque ça finit là-dessus, l'intérêt supérieur de l'enfant. Non, malheureusement, il n'y a pas d'intérêt supérieur de l'enfant dans la société telle qu'elle existe. Dans une société
telle qu'on la souhaiterait, et qui soit émancipée justement des oppressions, eh bien évidemment qu'il faut un intérêt supérieur de l'enfant qui soit consacré dans le droit, mais aussi dans les faits, de manière à ce que l'enfant grandisse de la manière la plus saine possible, la plus protégée possible, la plus à l'abri possible des violences, de telle manière à ce que le citoyen de demain soit un enfant d'aujourd'hui qui n'a pas subi des violences au début de sa vie. Et voilà, tout simplement. Et ça, malheureusement, c'est certainement pas avec la nouvelle phase du capitalisme dont on parlait que on s'oriente vers l'intérêt supérieur de l'enfant dans la société. Pas du tout, malheureusement. Effectivement. Voilà, là je pense qu'on a un petit peu fait le tour de ce sujet en propre. Donc on avait dit pas les enfants. Donc dans 25 minutes, il va y avoir l'article de Clémence de toute façon qui va sortir. Donc protection de l'enfance, notre cécité criminelle. Alors c'était un sujet effectivement qui était lourd, qui était dur, qui a remué beaucoup. En tout cas moi ça a remué pas mal chez moi. Je sais pas pour toi Ben, mais Ouais, 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 tout à tu fait, hein. vois, je veux dire, on n'est pas au-delà du fait qu'on n'est pas insensible, c'est qu'on est tous un petit peu concernés malheureusement sur cette question. Cependant, je pense que c'est important de parler de ça. Si vous avez des idées de sujets à nous proposer, on a tous été enfants, évidemment, malheureusement, ou heureusement, mais voilà. Euh, Heureusement quand même. Heureusement quand même, hein, il s'agit pas là de dire que en fait l'enfance c'est une période de merde pour plein de gens et tout. Moi, je veux dire, plus je vieillis, plus je suis nostalgique de cette période-là. Mais c'est vrai que je me rappelle que moi-même, quand j'étais enfant, bah je kiffais pas. J'ai pas kiffé le collège, par exemple, tu vois. Il faut en parler. Ce terme ne sert que les bourreaux. Ça, je suis d'accord. Et tu vois, je veux dire parce que moi, je me rappelle quand j'étais gamin, vraiment quand j'étais au collège, moi le collège, je kiffais pas. Je kiffais pas du tout le collège. Je kiffais pas. J'avais la boule au ventre avant d'aller au collège parce que bah voilà, en plus moi j'étais le seul rebeu de mon groupe de potes, que je prenais cher. Je veux dire, peut-être que toi avec tes cheveux roux t'as peut-être connu des problèmes par rapport à ça. C'était la même chose au sport, ça a été la Moins même que chose. quand on est rap, je pense. Oui, peut-être. Mais tu vois, je veux dire, de toute façon, tu t'es harcelé pour un oui ou pour un non au collège. Enfin, vraiment, c'était des Hmm. périodes qu'on kiffait pas. Et donc, merci Clémence d'avoir pris le temps d'écrire cet article, d'avoir pris le temps de réfléchir sur cette question-là. Si vous avez des sujets de questions, des sujets d'articles, n'hésitez pas à nous contacter. On a un Discord qui sert à ça. Votre soutien garantit notre indépendance, donc n'hésitez pas à vous abonner, certes, je me faisais vomir avant d'aller au collège pour pouvoir rester à la maison. Bah ouais, bah tu vois, moi aussi. Tu vois, moi aussi ça m'est arrivé, tu vois, cette histoire. Et mes frères aussi d'ailleurs, tu vois. Donc pour dire. Euh, donc votre soutien garantit notre indépendance, mais votre... Pareil, le collège a été horrible, bah tu vois. Hmm. Euh, Merci de vos témoignages en tout cas. Euh, Votre participation garantit aussi notre indépendance. Nous, on est riche aussi de votre participation. C'est pour ça qu'on a un Discord. Alors évidemment, on vous propose du contenu de qualité, en tout cas de la plus grande qualité possible, en tout cas avec honnêteté. Nous, on parle de sujets non pas parce qu'ils sont intéressants, on n'est pas là pour faire le buzz. Justement, on n'est pas Cyril Hanouna qui se met à parler politique tout d'un coup parce qu'il se rend compte qu'en fait c'est un sujet qui fait le buzz. On parle de politique autrement, sérieusement, avec honnêteté, justement parce que c'est des sujets qui sont trop graves pour être tus, comme disait Somat Satou. Et donc, participez à la rédaction d'Infoscope, venez chez nous, venez sur notre Discord, on est bien, 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 on vous accueillera avec plaisir, on a toujours des choses à faire par rapport à ça. Juste vite fait, Somat, sur la question de la lâcheté des adultes, je suis pas totalement d'accord, dans le sens où, malheureusement, tu vois, les adultes, c'est des enfants, c'est des enfants qui ont oublié que la contraception ça existait, quoi, tu vois. Je veux dire, par rapport à ça, c'est que en tant qu'adulte, on peut être aussi très rapidement dépassé. Moi, je veux pas jeter la pierre à qui que ce soit. Parce qu'en fait, les adultes eux-mêmes, ils sont pris dans un système, comme les enfants, ils sont pris dans un système. Et ce système-là, c'est le système capitaliste. Et là, il n'est pas question des parents, il est question des profs. Oui, alors oui, là c'est sur la lâcheté, bah, des adultes de manière générale, donc je voulais, ou même sur la question des profs, etc., etc. Je veux pas, entre guillemets, sous-entendre qu'on met les gens tous dans le même panier, etc., etc. Tu vois, je veux dire, nous aujourd'hui, quand on s'interroge sur ces questions-là, on s'interroge évidemment aux structures, à ce qu'elles font, leurs réactions concrètes aux êtres humains,
Et c'est ça le principal, c'est qu'en fait le problème il n'est pas des questions des individus, même s'il y a des individus qui sont responsables plus que d'autres. Nous ce qui nous intéresse c'est de voir comment le système capitaliste aujourd'hui il crée la violence. Du coup les collabos ils étaient pris dans un système aussi. Bah oui, évidemment, les collabos, ils étaient pris dans un système aussi. Et je dis pas qu'ils étaient pas responsables. Évidemment qu'ils étaient responsables. Comme les profs qui harcèlent les gamins, ils sont responsables. Comme les adultes qui font. Comme les parents qui font mine de fermer les yeux, qui ferment les yeux lorsque leurs enfants se plaignent de viol au sein de la cellule familiale, comme ça arrive beaucoup trop souvent, ils sont effectivement coupables. Mais aujourd'hui, pourquoi sont-ils coupables? Bah, aujourd'hui, ils sont coupables parce qu'ils sont dans le système capitaliste. Un système qui devient fasciste. Et je le répète beaucoup parce qu'aujourd'hui, on a besoin de vos forces et on a besoin des forces de tout le monde pour déconstruire ce système, pour pouvoir l'analyser de la meilleure des manières possibles. Donc abonnez-vous et participez au travail d'Infoscope. On est bien. Voilà, Voilà. sur notre Discord, Somat vous mettra le lien sur le chat pour accéder à notre Discord qui est juste tout simplement une application valable, disponible sur ordinateur et sur téléphone et qui est ouverte à tous sur notre serveur, c'est ouvert à tous et vous pouvez participer, donner des informations. Yes, Voilà, merci. effectivement, là c'est tout ce qui est réseaux sociaux et puis je pense aussi qu'on pourra mettre un lien vers notre Discord du coup qui est le forum en gros en mode chat forum Salut Carnut en décave. Euh, Salut Carnut Undergrave. Merci. C'est vrai qu'on est bien avec vous les gars. Bah merci beaucoup, surtout pour parler de ce genre de sujets qui sont un petit peu durs. On peut pas mettre tout sur le dos du système d'Isomat. Bah évidemment, évidemment que encore une fois, nous, on est les premiers à dire que les responsables, la finance, elle a un visage. Les responsables, ils sont dans le classement challenge, ils sont dans le classement Forbes, et il s'agit pas de cacher ce truc-là. Au contraire, il s'agit de le mettre, de le divulguer, et pas de le divulguer en diffamant, mais de le divulguer justement en se, en, en montrant ce qu'il faut montrer, d'arrêter de l'invisibiliser. Merci Abraham Lincoln. Heureusement que t'es là, j'ai commencé à me, je commençais à me perdre dans mes trucs quoi. Et moi j'ai décidé de ne pas t'aider du tout. Oui, c'est clair. Je En n'allais pas plus, voilà, je te vois te noyer, je prends la voilà. perche et je te pousse dans l'eau. Ouais, merci, merci, ça me fait plaisir. Alors voilà, donc du coup, on va Ça pouvoir. c'est de la violence par exemple. Voilà, c'est quoi le slogan d'Infoscope? La La tribune tribune des des sans voix. sans-voix. Chips. Moi, je verrais bien aussi un nouveau slogan du genre le journalisme à visage d'humain. Ouais, tu l'as sorti la semaine dernière, j'ai dit à taille humaine. Oui, c'est vrai, à taille humaine, on avait dit. Bon, bah, bref, voilà, pour l'instant, ça reste la tribune des sans-voix. Hein. Tu vois, je veux dire, tant qu'on n'a pas encore décidé. La tribune des sans voix à taille humaine et à visage humain. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Alors, je voulais parler d'un dernier sujet. Malheureusement, le lien est broken. Je viens de voir ça. C'était un article sur le fémo-nationalisme, le fémino-nationalisme, le nationalisme-féminisme, le journalisme qui en a dans le froc. Ouais, bah justement. Pardon. Euh, euh, C'est pas tout à fait notre slogan, le journalisme qu'il y en a dans le froc. oui, oui. C'est plutôt le slogan du Figaro, par Oui, exemple, tel ça qu'il c'est sûr, devient, tu vois. ça c'est sûr, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Pendant ce temps-là, ah oui voilà, bah phéno-nationalisme, quand l'extrême droite par exemple, ouais très bien. Un article un petit peu ancien, mais c'est pas grave, on va pouvoir le garder donc sur le média Politis. En fait, à la base, j'avais utilisé un article, enfin un tract de la CGT en marche du 8 mars, parce que vous le saviez, ce week-end dernier c'était la journée internationale des luttes des femmes. Je préfère utiliser la journée internationale des luttes des femmes plutôt que des droits des femmes, parce que aujourd'hui quand on parle des droits des femmes, après il y a le collectif Nemesis qui vient et qui dit oh oui le droit des femmes d'accord mais le droit des femmes blanches hein, d'abord et avant tout. Les femmes qui se revendiquent féministes mais qui ont un voile, c'est pas trop des féministes, c'est pas, elles sont plutôt des agentes de la cinquième colonne musulmane, voilà. Et aujourd'hui, moi, la question que j'ai envie de te poser par rapport à ça, parce que en fait, effectivement, lors de des rassemblements syndicaux qu'il y a eu, notamment à Paris, le collectif Némésis, donc le collectif d'extrême droite féministe qui a été félicité par Bruno Retailleau de son implication, s'est fait virer du cortège.
première question, est-ce que tu comprends pourquoi elles se sont fait virer? Deuxième question, est-ce qu'on peut être féministe et nationaliste? Alors, je répondrai à la deuxième question pour répondre à la première. Voilà. Est-ce qu'on peut être féministe et nationaliste? Non. Non, parce que le féminisme est un mouvement d'émancipation, le nationalisme est un mouvement de régression et de réaction. Donc, ce sont deux mouvements antagonistes, antagoniques et qui ne peuvent pas être conciliés. Donc le féminisme identitaire, le féminisme uniquement pour les blanches, ce n'est pas du féminisme, c'est du racisme en fait. Ouais. C'est juste une forme de racisme déguisée en autre chose, en l'occurrence en féminisme, mais c'est du déguisement, c'est du racisme. L'identitarisme, le nationalisme est du racisme essentiellement, et en réalité, le collectif Némésis qui ne voit des violeurs que dans la population immigrée et pas du tout dans la population française blanche, c'est un collectif raciste qui instrumentalise le féminisme pour déverser son racisme. Donc, le féminisme nationaliste n'existe pas. Et donc, ça me permet de répondre à la première question. Est-ce que le collectif Némésis, qui est donc un collectif identitaire nationaliste, soi-disant féministe, mais pas du tout féministe à mon sens, a mérité de se faire virer du cortège syndical et associatif de lutte pour les droits des femmes le 8 mars à Paris? Oui, il l'a mérité, ce collectif, parce que ce collectif raciste n'avait rien à faire dans une journée de lutte féministe. Voilà. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et là, moi, je le vois venir hein, d'avance, les gens qui disent effectivement, mais attendez, c'est quoi la contradiction? Vous êtes deux gars là qui sont en train de parler. Certes. Et tu vois, effectivement, nous, on est des mecs, donc on peut pas parler au nom des femmes et on peut pas se revendiquer. De toute façon, l'émancipation des femmes passera par les femmes elles-mêmes. On est les premiers à être conscients de ça. Par contre, moi, je suis désolé, mais par contre, mes camarades qui sont féministes, bah, je les connais, hein, je dirais, elles sont de gauche, hein, parce que moi, une camarade, une féministe de droite ou d'extrême droite qui dit que globalement, le féminisme et l'émancipation de la femme, c'est on enlève le voile de manière complètement autoritaire, l'autoritarisme, pour moi, ça va à l'encontre du féminisme, des luttes pour l'émancipation de manière générale. Une chiappa, par exemple, oui, voilà, comme dit Abraham Lincoln, une chiappa. Et donc, oui, bah, en tant que bon allié, du coup, je préfère prendre la parole pour dire que bah, total soutien à nos camarades et que, tu vois, Thaïs Descuffion qui se dit féministe, mais ça, c'est n'importe quoi, tu vois, je veux dire, ça, enfin, ça va pas, tu vois, je veux dire, en plus, elle développe un discours où en disant, oui, finalement, quand même, les hommes, on les entend pas assez, etc., etc. Euh, et Votre avis sur l'afroféminisme, c'est quelque chose d'intéressant parce que tout comme il peut y avoir, par exemple, on peut imaginer d'avoir une lutte afro-LGBT. C'est-à-dire que ça cumule deux types d'oppression, en l'occurrence, le racisme et le patriarcat. Le racisme et le patriarcat, que les personnes concernées par ces deux types d'oppression à la fois sont dans une condition particulière. Et donc, personnellement, sans être spécifiquement, évidemment, ni concerné, ni spécifiquement connaisseur de cette lutte afroféministe, je pense que ça a un intérêt. Je pense que ça a un intérêt et voilà l'article Wikipédia, ouais, sur le sujet. afroféminisme. On vous invite d'ailleurs aussi à aller sur Wikipédia, Ah oui, c'est à vous vrai. perdre sur Wikipédia, Tant puisque que ça existe. tant que ça existe. Et d'ailleurs, si vous voulez avoir la liste des gens à envoyer au goulag le jour où on prendra le pouvoir, vous prenez la liste des gens qui ont signé la pétition contre Ouais, Wikipédia sur le point. pour le point. Ouais, Et voilà, vous avez la liste des gens ouais, qui on ouais, ouais, enverra au ouais. goulag quand on aura pris le Effectivement, pouvoir. effectivement. Est-ce que tu peux remettre le chat, s'il te plaît, Somat, en attendant? Alors moi, en ce qui me concerne sur la question de l'afroféminisme, je dois avouer que je suis pas issu de cette école idéologique, hein, et notamment, je me suis jamais intéressé au courant féministe via l'afroféminisme. Pourtant, voilà, moi, j'entends effectivement notamment des penseuses comme Angela Davis qui sont extrêmement intéressants, que j'ai lu,
que je vois très bien, qui m'intéresse. Je suis pas nécessairement d'accord, cependant, ce que je trouve, et ça fait partie un petit peu de ces choses. Alors, quand j'étais jeune militant, je comprenais pas. Maintenant que j'ai commencé à vieillir, parce que quand j'étais jeune militant, j'étais sectaire, hein, faut le dire, tu vois. Maintenant, plus je vieillis, en fait, plus je me dis que ce genre de courant de pensée à gauche, ils sont, même si t'es pas d'accord, ils sont bien parce qu'ils te forcent à réfléchir en fait. Ils te forcent à poser les questions, les bonnes questions, ou parfois les mauvaises, mais en tout cas de poser des questions. Alors juste, Somat, est-ce que tu peux ne pas bouger la souris, mais juste scroller vers le bas? Parce que là, on a le chat qui est bloqué sur un truc antérieur. Et il faut juste que tu scrolles vers le bas. Et ça permettra, sinon tu le fais directement, Ouais, je Adam. vais le faire, je vais le faire, je vais le faire. Hop, hop, petit point, bim bam boum, bim bam. Voilà. Voilà. Quel chat? Bah voilà, c'était ce Bah, chat. notre chat, quoi. Notre retour chat, Oui, quoi. voilà, notre retour. Alors, attends, qu'est-ce qu'ils ont dit? Donc, t'as Tristan Beurre de Cacahuète qui dit le genre de personne qui s'intéresse aux droits des femmes, que c'est quand c'est pour taper sur l'islam. Effectivement, ils ont trouvé une porte d'entrée légitime pour taper sur cette religion, tout à fait. Sauf qu'ils ne balayent pas devant leur porte avant, effectivement. Tu le vois pas, moi, bah t'inquiète, pas de soucis. Enfin, tout va bien. Par rapport à ça, en tout cas aujourd'hui, voilà, ce genre de mouvements, ils sont extrêmement importants justement parce qu'ils nous forcent à travailler. Et j'ai beaucoup plus d'atomes crochus entre guillemets avec des personnes qui se considèrent de l'afroféminisme, et même si elles parlent de non-mixité, de choses comme ça, etc., etc., ce qui ne me parle pas à titre personnel, bah en tout cas, je les considère quand même beaucoup plus comme des camarades que le collectif Némésis, tu vois. En fait, c'est ça aussi, Bah tu non, vois. c'est Non, mais évidemment. c'est important, tu vois, Non, parce mais c'est pas que. des camarades du tout. Le collectif Témésis, Oui, non, c'est mais des tu vois, ennemis. c'est important parce qu'en fait, aujourd'hui, C'est tu des vois. fascistes. Ouais, mais justement, c'est qu'aujourd'hui, tu vois, C'est même pas comparable, on quoi. crée, on crée, en fait, c'est aujourd'hui, et notamment la droite et l'extrême droite va avoir tendance à vouloir créer de la confusion en disant ah ouais, alors du coup, l'afroféminisme c'est possible, mais le féminisme blanc, non. Eh bien non, c'est pas possible parce que c'est pas la même chose en fait. Si tu veux, tu te positionnes pas de la même manière. Pour autant, voilà, même si on peut se considérer comme quelqu'un d'universaliste, hein, c'est mon cas. Hmm. Eh bien, toujours est-il que bah, je serai toujours prêt et j'aurai toujours la porte ouverte, la porte de ce local. Une fois que François Bayrou aura viré notre petit ficus qu'on a oublié de présenter. Il est beau, François. Hein, il est beau, François. Depuis qu'il s'appelle Bérou, il a perdu la moitié de ses feuilles. C'est vrai, il a oublié, il a perdu la moitié de ses feuilles en plus. Et Il mais se dégarnit. exactement, exactement. Mais Mais donc, pour finir, voilà, effectivement, sur même les luttes intersectionnelles qui sont un peu en contradiction avec l'universalisme dont tu te réclames, ouais, exactement. bah oui, en fait, il y a quand même une convergence Oui, oui, carrément. réelle. Carrément, carrément. Et je préférerais ça que voilà, voilà, tu vois, comme dit Somat, se positionner pour défendre des droits ou en retirer, c'est pas exactement la même chose. C'est même deux choses Et totalement opposées, quoi. et donc du coup, si vous aviez un doute sur la question du féminisme, etc., est-ce que le féminisme d'extrême droite, ça peut exister? N'oubliez jamais ça, que même sous l'extrême droite, même quand il y avait le nazisme en Allemagne, il y avait des mouvements de femmes qui étaient d'ailleurs non mixtes et qui étaient des mouvements de femmes nazies. Sauf que leur programme politique, c'est un programme d'enlever des droits pour l'islam, mais en plus, si tu interroges foncièrement La place des femmes. voilà, leur programme, la question sur la place des femmes, c'est une position en vrai ultra rétrograde, hein, tu vois, je En veux gros, dire. la femme est là pour procréer. Exactement. C'est ni plus ni moins que ça. Et c'est d'ailleurs tout ce que ils appellent traditionnaliste, en fait, aujourd'hui. Traditionnalistes occidentaux, le traditionnalisme, qui est pas mal en vogue sur Internet aujourd'hui, qui est en gros l'aspect culturel de l'identitarisme et du racisme, du suprémacisme blanc. C'est aussi, pour ce qui est des femmes, qu'elles soient à leur place, c'est-à-dire à la maison, à faire ce que leur dit de faire leur mari et à procréer. Exactement, Enfin, le c'est fameux Your Body, My Choice, dit Somat. Abraham ouais, Lincoln, ce sont plus des femmes mais des matrices. Je dirais même que c'est des cuves axolotls pour faire des golas. Ceux qui ont la référence. c'est dans Dune.
Oui, bon, d'accord, c'est dans Dune. De toute façon, J'avais pas la référence, mais te connaissant, ça pouvait être que Dune, Ouais, quoi. bon, d'accord, ok, ça va, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Bah, regardez Dune Prophétie, tu vois, je veux dire. Un truc qui parle de matriarcat, d'ailleurs, pas mal. Qui est une série disponible sur OCS Max. Mais on s'égare. Non, mais pour moi, c'était important de revenir sur ce point-là, parce que la semaine dernière, on avait pas mal parlé, justement, de l'affaire Pellico, Gisèle Pellico en l'affaire particulier. Gisèle Pellico. Là, on a parlé, effectivement, aujourd'hui de la question des violences faites aux enfants, de la protection de l'enfance, et qu'il y avait le 8 mars, donc on est tout autour de ce sujet-là. C'est pas un sujet qu'on a tendance à traiter dans le fond, parce que comme on le rappelle, hein, moi je préfère quand même qu'on balaye devant notre porte par rapport à ça. Bah moi, nous on est des hommes, hein, on est des mecs, hein, donc évidemment on peut pas. D'ailleurs, si vous êtes une femme et si vous voulez vous impliquer à Infoscope, vous êtes évidemment la bienvenue, Voilà. puisque Ou peu on a importe le genre besoin, d'ailleurs, hein. peu importe le genre, mais en particulier un peu de féminisme, de comment dire, ouais, effectivement, si on pouvait féminiser un peu Infoscope, ce serait pas mal. Exactement. L'entarteur me manque, dit Somatsatou. Un peu de diversité, exactement. Ça manque rien à personne. Alors, on a déjà un rebeu et un roux. Bon. Ouais, mais je suis pas sûr que ça suffise à être Oui. représentatif de la diversité de notre Non, mais, population. non, mais c'est pour ça aussi qu'on remercie voilà, nos camarades journalistes Clémence, Cardiatou, Mona. Chloé, évidemment Madeline, tu vois, j'en pense, et des meilleurs qui T'en enrichissent. passes, c'est des meilleurs. Oui, j'en passe, c'est des meilleurs. J'ai dit t'en passes, c'est des meilleurs. Bon, bref, peu importe. T'as dit j'en pense, c'est des Oui, j'en meilleurs. pense, c'est des meilleurs. Bon, on s'en fout. Bref, j'aime Mais bien t'embêter un peu. ouais, ouais, je vois ça. Juste Mais au en tout moment cas, où t'es au milieu d'une phrase. oui, c'est clair. Tu vois, Mais c'est chiant, ah, hein. ta gueule, putain. En tout cas, il faudrait manquer un bel unijambiste dans la team si tu veux, car Nuit en décave. En tout cas, merci à elle qui, bah, en fait, nous apporte énormément dans le travail, qui malheureusement, en plus, bon, bah, ont pas toujours tendance à avoir le temps ou à se sentir légitime pour pouvoir participer à ce stream. Mais ce stream, il existe aussi grâce à elle. Évidemment. Oui, oui, Là, oui, si oui, ce oui, oui. soir on a pu parler en profondeur de la protection de l'enfance, c'est notamment sur la base des sources et de l'article qu'a mobilisé et qu'a écrit Clémence, et qui sera donc en ligne dans 5 minutes. Et donc, Exactement. si vous nous entendez, n'hésitez pas à la fin du stream à aller voir sur infoscope.live, Mm. évidemment, l'article De de Clémence panorama, Pion, oui, comme elle l'avait fait sur la psychiatrie il y a quelques semaines, panorama sur la situation de la protection de l'enfance en France, et qui voilà, donc ça c'est un peu et qui a un très très bon article avec beaucoup de sources et beaucoup d'éléments factuels, voilà. donc sur ce point, donc on a à peu près fini. Il nous reste encore quelques secondes, quelques minutes avant la sortie de l'article. Ça part toujours en cacahuète le chat. Non mais le chat, en fait, c'est eux ou nous. Alors moi je dis que c'est plutôt vous. Je suis responsable de rien, moi, ok? Je veux dire, moi je ne suis que animateur dans cette histoire. Euh, Quelques infos peut-être un petit peu pêle-mêle. Antoine Dupont est blessé, mec. J'en ai rien à foutre. Mais t'es un chien. Voilà ce que j'en pense. Et que, par contre, tu vois le LOSC gagner ou pas mercredi prochain? Ou mardi? Là, ça me passionne. Oui, oui, le LOSC va gagner et va aller pour la première fois de son histoire, du club, va aller en quart de finale de Ligue des Champions Pour- après avoir battu les fascistes de Dortmund. Non, c'est pas des fascistes du Oui, tout, en c'est plus. juste des Allemands. Oui, voilà, Je c'est ça. ne fais pas d'amalgame, hein, je vous Pour rassure. une fois, j'ai été sage, sauf sur l'enfance peut-être. C'est-à-dire Abraham pendant les trois quarts du stream quand même. je Ouais, veux c'est dire, ça, ouais. il y a des preuves. Bah balance-les les preuves, balance-les les preuves qu'on se barre en couille, qu'on se barre en steak. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autres infos qu'on peut donner, peut-être un petit. Tous les Allemands n'étaient pas nazis, enfin je crois, dit Carnutan des caves. Il y a une théorie comme Il ça, y a une ouais. théorie comme ça. Allez voir ce magnifique documentaire réalisé par Michel Hazanavicius, OSS 117, Rio ne répond plus. Un documentaire très précieux sur les services secrets en France et l'état de la France dans les années 60. Euh,
Voilà, hein, sinon, bah, que dire de plus merci quand même d'avoir animé ce stream avec moi quand même. Bah de rien, comme je l'ai dit au début du stream, vraiment, je suis un peu en PLS, c'est-à-dire que je commence à être malade, donc bon, j'étais pas au top de ma forme, mais j'avais vraiment le moral et ça m'a fait vraiment plaisir, même si évidemment c'était des sujets graves qu'on a abordés, ça m'a fait vraiment plaisir bah, de le partager avec toi, Adam, et avec toutes les personnes qui étaient sur le chat et qui nous suivent sans forcément participer au chat. Donc merci à elles, ces personnes qui nous suivent, et merci à tout le monde de participer, de s'impliquer aussi. Encore une fois, vous pourrez voir sur le chat qu'il y a le lien vers notre Discord. On vous invite à vous impliquer, à nous suivre évidemment sur les réseaux sociaux, mais ça généralement c'est déjà fait si vous êtes ici. Et puis à filer au moins vos avis, pas forcément des coups de main, mais au moins vos avis pour nous aiguiller, suggérer des sujets, des thèmes à aborder. Après, on pourra trouver l'angle nous-mêmes. Le travail journalistique, on peut le faire partir sur un sujet qui vous tient à cœur et faire le travail de recherche, faire le travail de méthode, de recoupement des sources et de voir quelles sont les contradictions majeures et qu'est-ce qui permet de désamorcer finalement un sujet qui pose problème aujourd'hui. Mais voilà, merci Somat d'avoir Oui, effectivement épingler tous les liens. épinglé tous les Moi, ce qui liens. me rend admiratif d'Ishlika, c'est qu'Adam et son acolyte, déjà, on t'a complètement unnamed, tu n'existes plus. Voilà, je vous Je présente mon suis, acolyte. je suis l'acolyte d'Adam. Voilà, ils sont aussi bons pour Je parler suis du Ben euh, Slika. Ben, B- B-E-N. BEN. Ils sont aussi bons pour parler du fond que pour meubler. Meilleurs que les gars de BFM avant une allocation présidentielle. Non, là, faut pas pousser. Franchement, les gars de BFM avant une allocation présidentielle, c'est pas mal. C'est quand même vraiment l'équivalent Ligue des Champions. Désolé, Beu. Vraiment, ça C'est de marchera pire en pas. pire. Hein. Robin, B, Oui, virgule. oui, c'est Bon, clair. bah, décidément, Oui, je je veux dire, crois que non, je mais vais être ménommé jusqu'à la fin de ce stream. Quoi. exactement, mais nommé, on a mégenré ton blaze, mec. Bah voilà, il est 20h, donc l'article il doit être disponible à mon avis. Protection de la... Voilà, notre société criminelle, d'où cette affiche qui fait vraiment froid dans le dos. Que... Merci Clémence. Non, merci ChatGPT surtout. Oui, merci ChatGPT, mais Merci merci... Somat. Merci à Adam et mes nommés. Oh mon dieu, mais oui, cette régie quand même. Merci à la régie, bien sûr. Ah, ouais. Euh, Et puis, bien sûr, on n'oublie pas Lidl des Schlag Lidl qui a animé comme un dieu vivant le stream, le oui, chat au tout début avec 2 messages de avec deux 3 mots. messages, deux, trois mots. Donc voilà, temps de lecture conseillé 9 minutes. Donc encore un nouvel article de Clémence Pinault. Merci à elle pour son travail. Donc là, c'est son 4e ou 5e article. Lidl des Schlag, tu nous manques. Oui, mais en même temps, Lidl des Schlag est en stream actuellement. Donc tu vois, je veux dire, elle peut pas tout faire en même temps. Là, je spoil carrément. Voilà, donc du coup, bah, on va se donner rendez-vous. La semaine prochaine. D'ici là, partagez l'article. N'oubliez pas de le partager. On en a toujours besoin. Soyez donateur. Investissez-vous. Et puis voilà. Topette. Je vois que Somat a un peu de soucis avec la souris, mais il va y arriver, Oui, c'est il clair. va faire la transition de la fin, il va le faire, So, l'écran Matt, de fin. so, Matt, so, Allez, Matt, des bisous Topette. à toutes Bisous, et à bisous. tous, à lundi prochain, et portez-vous bien. Il y arrive pas, So, Matt, il y arrive pas. Un Moi, je- dernier clic.